Bonsoir à tous. Donc ce soir, on se retrouve avec Patrick Jean pour la suite de ses entretiens. Comme d'habitude, j'attends quelques instants que, que vous commencez à nous rejoindre. Bonsoir Patrick Jean. Bonsoir Jean-Guillaume. Bonsoir. Ça commence très très vite. On est déjà une dizaine, donc je vais démarrer. Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd, mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Comme d'habitude, avant de démarrer cet entretien, je fais un petit avertissement, car le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, je vous invite à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. Respectez vos limites, c'est très important. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons association-l'enfancelibre@gmail.com. Aujourd'hui, je vais faire ce live accompagné de Jean-Guillaume Bélier, co-organisateur et animateur des lives du Forum de l'enfance libre en mars-avril avec moi-même et d'autres animateurs. Il exerce l'activité de thérapeute et la question de l'enfance l'intéresse pour plusieurs raisons. Il a été professeur d'histoire-géographie pendant 20 ans, où il a pu faire le constat des violences éducatives ordinaires et de la violence de l'école en tant que système, et aussi parce qu'il a lui-même subi la violence d'abus sexuels en tant qu'enfant. C'est donc ensemble que nous avons l'honneur d'accueillir Patrick Jean. Bonsoir Patrick Jean. Bonsoir. Vous êtes auteur, réalisateur, vous traitez de sujets très engagés socialement autour des rapports de domination. C'est en préparant votre film documentaire La domination masculine, sorti en 2007, que vous découvrez l'existence de théories pro-pédophiles qui, malgré leur manque de fondement scientifique, sont utilisées régulièrement sur le plan juridique et protègent ainsi les pédocriminels et pères incestueux. Ce constat et toutes les recherches sur le sujet qui ont suivi vous ont mené à publier en janvier 2020 La loi des pères aux éditions, aux éditions du Rocher. Patrick Jean, merci d'être avec nous ce soir. Je vais commencer directement dans le vif du sujet. Dans votre livre, vous faites état de témoignages glaçants du dysfonctionnement judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un qui vous a marqué et qui illustre ce dernier ? Oh, je ne peux pas vous en raconter un en particulier parce qu'en réalité, si je vous en raconte un, je vous les raconte tous. C'est quelque chose de très frappant. C'est un peu le même phénomène que dans la violence conjugale. Justement, en tournant la domination masculine, j'avais été filmé dans des centres médico-légaux donc où des femmes sont entendues, des femmes victimes de violences conjugales sont entendues par des médecins. Et on en parlait avec les médecins, c'était frappant de voir comment toutes ces histoires étaient comme des copier-coller. Elles disaient toutes la même chose, c'était toujours la même histoire, quel que soit le milieu social, ça commençait avec les mêmes mots, ça finissait de la même manière, avec des violences plus ou moins graves sur le plan des conséquences médicales. Et là, c'est un peu la même chose. On voit que dans tous ces dossiers que je raconte dans le livre, c'est toujours un peu le même phénomène, c'est-à-dire que outre la partie pédocriminalité que j'évoque aussi dans le livre, évidemment, et toute l'idéologie qui est portée, qui porte cela derrière, il y a le phénomène des violences sexuelles contre les enfants dans le cadre familial. Et là, on a des schémas qui se répètent inlassablement. Et donc, un des schémas dont je parle beaucoup, parce que idéologiquement, politiquement, il y a beaucoup de choses à dire, c'est le cas de violences sexuelles perpétrées contre un enfant par un homme, très souvent le père. Statistiquement, c'est l'agresseur numéro un. 98% des agresseurs sont des hommes. Donc il y a des femmes, mais c'est très très marginal. Ces agressions sont perpétrées après une séparation. Et donc, ce qu'on observe, eh bien, c'est une situation où un enfant va commencer à avoir des comportements ou des mots, des expressions qui vont commencer par troubler les adultes. Alors, pas nécessairement la mère pour commencer. Ça peut très souvent commencer par des professionnels, notamment à l'école, à la crèche,
qui remarque que l'enfant devient agressif, devient sexuellement agressif, sexuellement dans une gestuelle qui n'est pas du tout de son âge, avec un vocabulaire qui n'est pas de son âge, avec des troubles aussi qui apparaissent sur le plan physiologique, qui sont toujours les mêmes, hein, des vulvites à répétition chaque fois qu'il y a une visite chez le parent en question, etc. Et puis à un moment, il y a un tableau qui est tellement criant qu'il y a un premier professionnel qui fait un signalement, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et dans un certain nombre de cas, la mère en fait, n'intervient que très tard. Après plusieurs signalements, elle apprend parfois au moment de déposer plainte qu'il y a déjà des signalements autour de son enfant. Il y a des mères qui ont vraiment beaucoup de mal. Je parlais avec une mère qui est pour le coup en plus professionnelle, donc qui connaît bien ces phénomènes et qui a connu cela en tant que mère et qui disait je ne pouvais pas l'entendre de la part de mon ex. C'était d'une telle violence que quelque chose en moi refusait de l'entendre et donc j'ai directement appelé au secours. Heureusement, elle avait des outils évidemment professionnels pour se rendre compte que quelque chose de grave se passait. Elle a directement appelé un ami pédiatre qui a dit il faut directement aller à l'hôpital. Donc voilà, donc ce sont ces histoires qui se répètent. Alors, une fois, c'est la nounou qui alerte, une fois, c'est une maîtresse d'école, une fois, c'est le médecin de famille. Voilà, et puis arrive ce qui arrive. Alors, pour le coup, quasiment dans tous les cas que j'ai pu analyser, c'est-à-dire que des signalements et des plaintes arrivent devant la justice, auprès d'un parquet, et on classe. On classe sans suite. Alors, parfois avec une enquête, mais très rapidement menée. Parfois pas d'enquête du tout, rien du tout. On considère que, puisque c'est dans le cadre après une séparation de couple, c'est certainement une manigance, on part de là dès le départ, c'est certainement une manigance de la mère pour écarter le père des enfants. On pourrait y revenir, c'est un stéréotype qui est très prégnant dans la culture sur les rapports entre les hommes et les femmes. Donc les plaintes sont classées sans suite, et donc à ce moment-là, l'homme, le père très souvent contre qui les plaintes ont été déposées, se tourne devant la justice familiale et au nom de cette plainte classée, se plaint du comportement de la mère et viennent alors à la rescousse de ces hommes tout un panel idéologique qui consiste à dire que des mères instrumentalisent la justice en inventant des fausses agressions sexuelles qui évidemment n'ont pas lieu pour écarter le père de leurs enfants dans le cadre de séparation ou non, et que donc ces mères doivent être punies. Et donc, alors ça s'appelle le syndrome d'aliénation parentale, syndrome de Médée, syndrome de Munchausen par procuration. Enfin, on invente toutes sortes de syndromes qui n'ont évidemment rien de scientifique, qui sont des vieilles idéologies qu'on trouve d'ailleurs expliquées textuellement de la même manière au début du 19e siècle. Ambroise Rendu, l'historienne qui a écrit un livre assez important sur l'histoire de la pédophilie au 19e et au 20e siècle, mais surtout au 19e et première partie du 20e siècle, montre bien, elle parle bien, elle ne fait pas le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, mais elle raconte bien toute cette idéologie qui est inventée au 19e siècle à partir des années 1830, dès qu'on légifère, en fait, dès qu'on commence à punir les agresseurs sexuels d'enfants, eh bien, on invente des théories pseudo-médicales qui disent oui, mais non, il ne faut pas croire les enfants, ce sont les mères qui inventent ça, qui mettent ça dans la tête des enfants, dans la bouche des enfants, pour se venger d'un mari gênant, d'un maire, d'un curé, etc. Et donc, ces vieilles théories sont reprises dans les années 1980 cette fois-ci, et c'est ça qu'on retrouve devant les tribunaux. Et donc, on reproche à des mères d'avoir inventé des agressions sexuelles qui n'existent pas aux yeux de la loi, puisqu'il y a eu des classements sans suite, mais le problème, c'est que 7 fois sur 10, on classe. Donc, bon, voilà, sans bien regarder ce qui se passe. Et à partir de là, on croit punir la mère, mais on punit d'abord l'enfant, puisqu'on le sépare de sa mère, parfois durablement, et on le remet à la garde exclusive de l'adulte que l'enfant a désigné comme son agresseur sexuel. Donc voilà ce qui se passe grosso modo, c'est le résumé des situations et des dossiers que j'évoque dans le livre. Alors oui, vous avez fait un bon résumé de ce qu'on va développer dans la soirée pour approfondir cette question. La première chose qui est importante à noter, c'est la violence des descriptions que vous faites et des faits. Hein, ce sont des réels viols qui sont faits sur les enfants. Ce n'est pas des attouchements légers, c'est des choses où les enfants sont réellement blessés dans leur chair et c'est assez horrible à lire parce qu'on est plongé dans l'horreur. Et c'est ça qui fait que
la situation est horrible, c'est qu'on ne comprend pas, à partir de là, pourquoi il y a des plaintes ne sont pas entendues par les juges. Et on va aller approfondir cet aspect-là, mais on rentre vraiment dans un circuit horrible quand on vous lit, hein, quand on lit ces témoignages. Et on peut donc imaginer, on a l'impression qu'il y a un dysfonctionnement judiciaire qui serait rarissime. Et là, je pense que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur est-ce que c'est un dysfonctionnement ponctuel ou est-ce que c'est une machinerie judiciaire qui est complètement partie à la dérive? Alors, d'abord, par rapport à ce que vous avez dit, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'attouchement léger. Ce n'est pas nécessairement comment dire, on ne peut pas établir une gravité du geste qui aurait pour conséquence une gravité des traumas. Il y a des agressions sexuelles qu'on pourrait considérer comme plus légères, qui peuvent provoquer des traumas, on le sait très bien, extrêmement graves durant toute la vie. C'est aussi une rupture de confiance que l'enfant a avec son parent qui est censé le chérir et le protéger. Donc évidemment, cela va d'attouchement sexuel, donc d'agression sexuelle au regard de la loi, jusqu'au viol. Voilà, on a toute la panoplie avec des conséquences, on le sait aujourd'hui, tant sur le plan somatique que psychiatrique, gravissimes et qui peuvent parfois apparaître très longtemps après les agressions. Alors pour vous répondre, non, ce n'est pas un dysfonctionnement. On a toujours envie de considérer que quand un problème se pose, c'est un dysfonctionnement. Or, sur beaucoup de sujets qui m'ont occupé dans mes films et celui-ci en particulier, il faut, et c'est ça qui est très compliqué, il faut accepter l'idée que ce qui nous choque, ce qu'on considère comme une violence, comme quelque chose d'absolument insupportable, c'est ça le fonctionnement normal. Si on prend par exemple, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir pour bien me faire comprendre, la prison. On considère que la prison, dans un certain nombre de cas, c'est abominable. On enferme des gens dans des situations, parfois pour des délits extrêmement mineurs, dans des situations où ces gens vont être détruits parce qu'ils vont vivre en prison. On pourrait se dire, mais il faudrait, le rôle de la prison, ce n'est pas ça, il faudrait améliorer la prison. Non, le rôle de la prison, historiquement, c'est ça. Le rôle de la prison, c'est de brutaliser, c'est de faire extrêmement mal pour faire très peur. Et il y a beaucoup de théories qui expliquent que la prison doit être, puisque elle remplit de gens évidemment des classes sociales plutôt inférieures, il y a très peu de bourgeois en prison, la prison doit être pensée pour être plus violente que la situation sociale la plus violente à l'extérieur. Sinon, les gens vont demander pour aller en prison. Les pauvres vont demander pour aller en prison. Voilà. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il faut bien se dire que l'agression sexuelle d'enfants, qui plus est dans le cadre familial, c'est quelque chose qui est le produit direct de notre culture. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel par rapport à un ordre social. Alors évidemment, heureusement, statistiquement, ça reste exceptionnel. Alors une exception qui est quand même lourde quand on dit que 6%, quand on dit 6%, on est sûr de ne pas se tromper. C'est peut-être plus, mais on sait que ce n'est pas moins. 6% des enfants subissent, avant la fin de l'adolescence, au moins une agression sexuelle, une tentative de viol ou un viol. 6%, ça veut dire près de 2 dans chaque classe d'école. C'est une exception, enfin, c'est une minorité qui est quand même extrêmement importante. Si on prend les enfants de 0 à 18 ans aujourd'hui, ça fait 720 000 victimes quand même, c'est pas rien. Néanmoins, même si ça ne touche que 6% des enfants, ça veut dire que 94% des enfants n'en sont pas victimes, c'est le produit d'une culture, c'est le produit normal d'une culture qui s'est pensée, alors on pourrait y revenir en détail, sur des fondements qui génèrent cette situation. Alors ces fondements, quels sont-ils? Alors il y en a 2 ou 3 principaux qui nous sont connus de par Lévi-Strauss, François Héritier, etc. C'est le fait que la civilisation s'est fondée sur l'échange des filles. On sait très bien que nos ancêtres, les premiers sapiens, avant même de quitter l'Afrique, échangeaient entre clans, entre familles, ils échangeaient leurs filles et que cela permettait de créer de l'alliance, puisque en échangeant, je te donne ma sœur, tu me donnes ta sœur, nous voilà beaux-frères, nous voilà alliés. Ça crée des relations qui sont très utiles pour vivre dans un état où l'être humain est très précaire dans la nature. Et puis à partir de là, donc ça veut dire que la civilisation, son fondement, ben, c'est l'échange des femmes, donc la propriété des femmes.
la loi qu'on retrouve aussi dans toutes les sociétés du monde qui dit que celui qui est né avant est hiérarchiquement supérieur à celui qui est né après, et évidemment le concept de la vision polarisée du monde, hein, avec nos concepts qui sont toujours polarisés entre deux termes, hein, entre le haut, le bas, le chaud, le froid, le dur, le mou, le sec, le mouillé, etc., qui sont répartis entre deux pôles masculin et féminin, et que conceptuellement, tout ce qui appartient au pôle masculin est hiérarchiquement supérieur à ce qui appartient au pôle féminin. Et évidemment, les hommes sur les femmes, cela va sans dire. Quand vous prenez toutes ces règles anthropologiques et que vous les rassemblez, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, au sein du clan familial, du cercle familial, du groupe familial, qui est-ce qui est né avant et qui appartient au pôle masculin? C'est le père. Le père. Le père, c'est celui qui est à la fois le chef, qui a autorité et devoir de protection, et puis qui a aussi la propriété, puisqu'on échange les filles. Il a la propriété sur le corps des femmes et des enfants. La preuve, je pourrais vous donner beaucoup de preuves, mais la plus évidente, c'est que jusque dans les années 1970 en France, le viol conjugal n'existait pas. C'est-à-dire qu'un homme qui violait sa femme, violé au sens où nous l'entendons aujourd'hui, il ne faisait de par la loi qu'utiliser le corps de sa femme dont il était propriétaire. Et donc, quand on regarde l'ensemble de nos structures sociales, et pas seulement en Occident, on voit bien qu'elles sont organisées autour de ces règles. Alors, dans la famille, on a le père de famille, hein, le pater familial, qui est celui qui a autorité et propriété sur les corps. Tout en haut de la société, on a le père de la nation. Le président français est parfois qualifié par le président du Sénat de père de la nation. Tout en haut, encore au-dessus, on a Dieu le Père. Dieu, dans le monothéisme, on s'adresse à lui comme à un père. Il est masculin, c'est très très clair, et il est un père. Et puis, on a tous les autres pères. Alors, on a le père spirituel, hein, le curé, qu'on appelle mon père. Le mot abbé en araméen veut dire père. Le mot pape veut dire papa, littéralement. Et puis, on a toutes sortes d'autres pères. On a vu, par exemple, moi, ça m'a beaucoup frappé quand il y a eu les scandales de violences sexuelles dans le patinage, comment les victimes adultes, quand elles parlaient de cette époque-là, parlaient de leur coach qui les avait violés comme d'un père spirituel, comme d'un père de substitution. Le mot père revenait tout le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre La loi des pères, c'est que toute l'organisation sociale qui est fondée sur ces hiérarchies qui s'emboîtent les unes dans les autres, eh bien, cela met le corps des femmes et des enfants. Alors, le corps des femmes, depuis quelques décennies, c'est mieux connu, critiqué, les lois évoluent, la société évolue extrêmement lentement, mais quelque chose bouge. En ce qui concerne le corps des enfants, ça ne bouge pas encore. Le corps des enfants appartient toujours, et notamment au père. Et c'est comme ça qu'on voit des choses aberrantes. On voit des hommes qui ont tué leurs femmes parfois sous les yeux des enfants et qui conservent l'autorité parentale. Ou des hommes qui ont battu leurs femmes devant les enfants qui sont en prison et qui, depuis la prison, conservent l'autorité. Alors, il y a une loi qui a changé pour ceux qui ont tué, mais pour ceux qui n'ont pas tué ou presque tué, ceux-là, ils conservent l'autorité parentale, y compris depuis la prison. Parce que le père, il est le propriétaire. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile culturellement à remettre en question. Et donc, la justice, eh bien, elle intervient dans ce contexte-là, avec ses références culturelles, avec ses valeurs culturelles. La justice, elle n'est pas en dehors de la culture, elle est même au cœur de la culture. Et donc, en plus, il faut dire ce qui est, les juges aux affaires familiales sont des gens qui n'ont aucune compétence pour juger comme ils le font. Ce sont des experts en droit, ce ne sont pas des pédopsychiatres, ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des psychiatres. Or, l'essentiel des décisions qu'ils prennent n'ont rien de juridique. Ce sont des décisions qui devraient être prises pour le bien-être, pour les bienfaits pour l'enfant. Mais ça, la compétence, ils n'ont pas plus qu'un boucher, qu'un charcutier ou qu'un maître d'école, encore moins, peut-être même qu'un maître d'école. Ils n'ont aucune formation en la matière. Et donc, quand des théories qu'on dit anti-victimaires ou pro-pédophiles, telles que le syndrome d'aliénation parentale, etc., leur sont fournies dans des formations, ça existe encore aujourd'hui, alors nous parlons, il y a des formations qui sont proposées à des magistrats, on leur enseigne comment repérer le syndrome d'aliénation parentale. Je vous interromps. Oui. Je vous interromps juste 30 secondes pour dire deux choses. D'abord, on a énormément de messages qui apparaissent, et ce sont des messages de détresse, de femmes qui sont dans la situation que vous décrivez. Donc, voilà. on le voit. On va continuer à aller jusqu'au bout, hein, parce qu'on ne peut pas prendre ces messages de détresse et
tout de suite parce qu'on souhaite que l'ensemble de ce que vous allez dire puisse servir de contenu et qui puisse être diffusé auprès du plus grand public, auprès de tout le monde, pour que chacun puisse s'en saisir. Et je reviens sur le système patriarcal que vous décrivez, puisqu'on voit bien que la parole des femmes, des enfants, n'est pas entendue. C'est vraiment très important. Et justement, le point essentiel qu'on découvre quand on vous lit paraît absolument délirant, c'est ce syndrome d'aliénation parentale, qui est un truc, quand on ne le connaît pas, quand on a un certain bon sens, on ne comprend pas qu'un truc pareil, qu'une théorie pareille, puisse avoir pignon sur rue. Et il est là maintenant très important de l'expliciter et de la déconstruire parce qu'elle elle relève de quelque chose de profondément absurde qui est, comme vous le dites, qui est à l'image de ce système patriarcal et qui vient le justifier en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour rentrer dans les détails, expliquer ce qu'est le syndrome d'aliénation parentale, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, mais je ne suis pas du tout étonné que vous receviez de nombreux messages de ce type-là. Moi-même, j'en reçois tous les jours. Et je voudrais simplement dire aux personnes qui vous écrivent toute ma solidarité et mon impuissance. Parce que je réponds toujours quand je reçois des messages comme ça, mais je réponds pour dire qui suis-je? Je ne peux rien faire. J'essaie d'alerter, c'est pour ça que j'ai écrit un livre. Je ne voulais pas écrire ce livre, j'avais autre chose à faire. Je l'ai fait en essayant d'alerter pour qu'enfin on ouvre les yeux sur ces phénomènes et que des choses changent à la fois dans la société, notamment dans la justice. Malheureusement, individuellement, je ne peux pas faire grand-chose si ce n'est leur témoigner toute ma solidarité, leur souhaiter de garder le courage souvent, mais incroyable dont font preuve ces mères et de tenir parce qu'à long terme, leurs enfants auront besoin d'elles. Il faut qu'elles tiennent. Il faut qu'elles tiennent. Et malheureusement, individuellement, c'est tout ce que je peux leur dire. Alors, ce syndrome d'aliénation parentale, donc c'est une théorie du 19e siècle, hein, l'accusation hétérogénitale, donc qui veut que quand un enfant dit qu'il a été agressé sexuellement ou violé par un adulte, ce qui était d'ailleurs, qui n'était pas un crime ou un délit avant le début du 19e siècle, c'était une pratique, voilà, on violait les petites bonnes qui avaient 13 ans, qui travaillaient dans la grande bourgeoisie, voilà, de temps en temps, il y en a une qui se retrouvait enceinte, on l'écartait, c'était le fils de la maison, c'était pas des histoires d'amour, évidemment, hein, ou dans les usines, voilà, un peu partout. L'homme de pouvoir, et l'homme évidemment a toujours plus de pouvoir que la femme, mais l'homme de pouvoir en plus, le patron, etc., bah, il se servait des corps qui passaient et personne n'y trouvait à redire. Évidemment, il n'était pas question d'aller porter plainte au commissariat. À partir du début des années 1830, la loi commence à y mettre un frein et donc c'est là qu'on invente, des médecins inventent des théories alors écrites de manière très, très naïve. Quand on les lit, si ce n'est pas aussi dramatique, ça ferait rire, tellement c'est bête. Mais ils expliquent, bon, voilà, en fait, il ne se passe rien et que, à la fois, ils nous disent, les gamines, où il y en a qui sont consentantes, qui aguichent les hommes, donc il se passe quand même quelque chose. Voilà. Ça, c'est une autre théorie que... Mais ils le disent en même temps, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'en même temps, ils disent à la fois, ce sont les aguicheuses, hein, et alors les pauvres hommes, parfois, se laissent tenter, c'est l'homme qui est la victime, et en même temps, ils disent, mais il ne se passe rien, et d'ailleurs, elles sont vierges, et alors, il y en a un, d'ailleurs, qui raconte en détail. Là aussi, c'est Ambroise Rendu qui a montré ça, qui a fait émerger ces textes qui sont absolument abominables, parce que certains médecins violent les gamines, c'est-à-dire qu'ils les pénètrent avec les doigts pour les ausculter, et ils racontent comment les gamines se débattent, hurlent, etc., pour voir si elles sont encore vierges. C'est absolument aberrant. Et donc, ils inventent cette théorie, et dans les années 1980, eh bien, aux États-Unis, au moment où cette libération de la parole pro-pédophile, voire pédocriminelle, voire pédocriminelle, s'est exprimée à partir de la fin des années 60, surtout 70 jusqu'au début des années 80, au moment où la porte se referme un peu dans les années 80 et qu'on commence à dire attention, la libération des pédophiles, non, ça n'a rien à voir avec les homosexuels, ce sont des criminels, et que les choses reprennent un tout petit peu leur place, directement, ils reviennent sur ces théories. Alors, est-ce qu'ils les connaissaient ou est-ce que c'est un substrat culturel qui est tellement présent qu'il n'y a qu'à servir et qu'ils le réinventent de manière, ça je ne le sais pas. Mais toujours est-il qu'ils disent exactement la même chose en disant, ben voilà, il ne se passe rien. Après avoir dit pendant 15 ans, soyez fiers d'être pédophiles, hein, pour certains d'entre eux, ben, ils changent d'avis, ils disent, mais finalement, non, il ne se passe rien. Les enfants mentent, les enfants inventent. Et si les enfants inventent, c'est parce que ce sont les mères
qui les poussent à inventer, qui leur mettent des mensonges dans la tête, qui les manipulent. Et donc, ces femmes s'aliènent les enfants. Alors là, on est dans le stéréotype de la mère louve qui garde ses enfants pour elle, etc., et qui tue le mari. Donc, elle s'aliène les enfants pour écarter le mari. Et voilà, c'est un syndrome, c'est une maladie psychiatrique. Et alors, celui qui invente ça, Richard Gardner, c'est monsieur Nobody. Ce type, il a menti sur ses diplômes. Il n'a aucune référence. Il n'a été publié par aucune maison d'édition. Tout le monde a refusé ses livres. Aucune revue scientifique n'a publié ses articles, à tel point qu'il a monté lui-même sa propre maison d'édition. Et donc, il théorise ce truc. Alors moi, quand je découvre ça dans les années 2000, moi, ça me fait rire, parce que je découvre ça chez des masculinistes québécois que j'avais approchés sous une fausse identité, en leur faisant croire que je défendais leurs idées. On va vous questionner là-dessus après, effectivement. Donc, mais les théories, quand on les lit, elles paraissent surréalistes. Ça paraît tellement inconcevable que des théories pareilles puissent avoir pignon sur rue que ça paraît presque difficile à déconstruire. Hein. Et mais moi, ça m'a fait rire. Moi, ça m'a fait rire. Quand ils m'ont expliqué qu'il y avait une théorie qui venait des États-Unis, bon, j'ai été voir qui était Gardner, j'ai vu que c'était rien du tout. Et puis c'était tellement énorme. Moi, ça m'a fait rire parce que je n'ai pas pensé une seule seconde que quiconque de sérieux pourrait prendre ça au sérieux. Oui. Et c'est quand je suis revenu en France, que mon film est sorti, que j'ai fait des débats, que j'ai entendu dans des salles, y compris dans la bouche d'une magistrate qui était à côté de moi devant la salle pour animer un débat, j'ai entendu parler du syndrome d'aliénation parentale et je me suis dit, mais c'est pas uniquement chez les dingues que j'ai rencontrés à Montréal. En fait, dans la société, ça s'est diffusé et aujourd'hui, il y a des gens qui plaident devant les tribunaux. Et plus je me suis intéressé à la question, plus j'ai reçu des messages de mères qui me disaient, mais si moi, dans mon dossier, c'est ça qu'on a dit. Syndrome d'aliénation parentale. Et puis petit à petit, on ne dit plus syndrome, on dit aliénation parentale parce qu'on commence à se rendre compte qu'en tant que syndrome, il n'y a aucune université au monde qui le reconnaît, aucune instance scientifique au monde qui le reconnaisse. Donc syndrome, on ne le dit plus, on dit aliénation parentale et de plus en plus, on ne dit même plus aliénation parentale. C'est-à-dire qu'on décrit le phénomène, on dit madame a probablement poussé l'enfant à mentir. Mais on n'emploie plus le mot parce qu'on sent que c'est un peu touchy. Et puis, on a inventé d'autres symptômes qui disent la même chose. Hein. Syndrome de Médée. Et donc, ce serait toujours cette mère fautive. Alors, c'est très, très bizarre parce qu'à la fois, ces gens nous décrivent un syndrome, donc une maladie, et à la fois quelque chose qu'il faudrait criminaliser, comme s'il fallait criminaliser une maladie. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Et puis, le but de toute cette manœuvre, évidemment, il est de nier le phénomène. Or, on sait depuis les années 80 au Québec et puis en Angleterre et puis en France et en Allemagne et partout dans le monde occidental, en tout cas dans les pays de l'OCDE, on sait que la masse des enfants qui sont violés est majoritairement dans le cadre familial, c'est énorme. Encore une fois, c'est autour de minimum 80%. 6%. Et le problème, c'est que où sont ces 6% si chaque fois la justice nous dit non mais on classe sans suite parce que c'est sans doute une mère qui a manipulé. C'est quelque chose avec lequel on ne peut pas raisonner parce qu'évidemment là on voit bien qu'il y a un hiatus, ça ne tient pas debout. Le gros problème, c'est que outre l'aspect on va dire idéologique des stéréotypes qui ont inondé la justice et qui continuent à inonder la justice, il n'y a pas de raison que ce soit autrement, il y a un problème de moyens et que pour un juge aux affaires familiales qui est débordé, qui doit traiter une quantité folle de dossiers extrêmement rapidement, se débarrasser d'un certain nombre de dossiers au nom d'une théorie qui a l'air sérieuse et qui est d'ailleurs doctement enseignée par des gens qui ont l'air extrêmement sérieux. Paul Bensoussan, il est tout le temps dans les médias, il est tout le temps à la télévision, il écrit des livres, il fait des colloques et d'autres, et beaucoup d'autres. Et vous disiez tout à l'heure, dans les formations aussi, on recevait Elias Loufoque, l'éducateur, et qui disait qu'il a fini sa formation il y a 1 an et il l'avait eu dans les examens de formation d'éducateurs spécialisés. Si vous allez sur le site de Paul Bensoussan, il se vante d'enseigner cela à l'école de la magistrature dans le cadre des formations continues pour les magistrats. Et donc, j'ai assisté à une réunion il y a quelques jours sur le sujet. Il y avait des médecins, des pédopsychiatres, etc. Il y avait une JAF, une juge aux affaires familiales. La première des choses qu'elle a dites, c'est il faut faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup de cas où en fait c'est la mère qui a inventé. Première chose qu'elle dit dans une réunion qui est là justement pour travailler sur cette question. Donc on voit bien que ça d'autant mieux ça veut dire les esprits qu'il y a une certaine rentabilité, il y a un côté utilitariste dans cette théorie.
puisque ça permet à la justice de se débarrasser d'un certain nombre de cas à bon compte. Ce qui est terrible, c'est que ça veut dire que des parents qui sont en conflit vont chercher un médiateur. Le médiateur est certainement formé à croire à cette théorie. Et du coup, ça veut dire que la mère est automatiquement considérée comme coupable, le père ayant automatiquement raison. Et on retombe sur le système du patriarcat. Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire que la parole de l'enfant ne compte pas, malgré les violences constatées par les médecins. Et cette violence-là ne peut pas être entendue, puisque par nature, la mère est coupable. C'est une théorie qui est bouclée, tout est coincé. Et là, il va falloir que la société, elle, accepte de regarder la folie de ses propres théories et de regarder ce que ça cache derrière. Et je pense qu'on va aller encore plus loin dans pourquoi ça se passe comme ça. Et peut-être que sur ce syndrome d'aliénation parentale, je ne sais pas ce que tu en penses, Ophélie, mais on voit à quel point c'est terrible. Et vous y arrivez par un groupe d'hommes que vous appelez les masculinistes. Oui, alors, c'est pas moi qui les appelle comme ça. Hein. Il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur ce phénomène. Justement, au Québec, il y a Mélissa Blaise, Francis Dupuy-Derry, etc., qui ont écrit un tas de choses intéressantes et qui décrivent donc ce mouvement social qui est un mouvement d'hommes qui n'est pas récent et qui défend en gros les idées d'antiféminisme et donc d'anti-égalité entre les femmes et les hommes. C'est un mouvement qu'on définit comme androcentré, c'est-à-dire qui pense le monde toujours à partir de la position masculine et, pour le dire très 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 rapidement, qui rêve de revenir sur les acquis de l'égalité entre les femmes et les hommes au nom de valeurs complètement essentialisées, hein, donc biologiques. Et au nom aussi, alors soit d'un patriarcat, c'est assez amusant, parfois c'est dans la même phrase, d'un patriarcat qui n'aurait jamais existé, ou d'un patriarcat qui aurait disparu, au nom d'un matriarcat qui l'aurait remplacé, une société où, qui se serait tellement féminisée que les femmes seraient toutes puissantes, etc., etc. Et donc, en France, on les a connus en 2013, pardon, au moment où l'un d'entre eux a grimpé, a fait l'ascension d'une grue à Nantes. Bon, on a appris par la suite que ce type était un délinquant récidiviste, hein, en termes de violence familiale, qui avait absolument rien à dire d'intéressant à propos de ce type. Mais ce qui est frappant, j'ai un chapitre qui l'analyse dans le livre, c'est la manière dont tous les médias se sont rués au bas de la grue. C'est-à-dire que pour un type qui monte, dont on ne sait rien, qui monte en haut d'une grue en disant je suis un père et on me coupe de mon enfant, il y a BFM, il y a CNews, il y a tout le monde, Libé, Le Monde, tout le monde, tous les journalistes sont là en bas de la grue pour entendre ce qu'il a à dire. On n'a pas été déçus d'ailleurs, parce qu'il a sorti des dès qu'il est descendu. Et donc, comment ça se fait que des hommes comme lui, qui font partie des masculinistes, avec une idéologie aussi violente et perverse, aient pu avoir à ce point une influence aussi forte? Vous dites les médias se sont rués pour lui donner la parole, etc. Comment c'est possible? Moi, j'ai posé la question, je me souviens, j'étais dans les studios d'une télévision d'information continue au moment où il est descendu. Ils ont arrêté les programmes pour dire il va parler. Genre, Abemous Papam, hein, le type descend de la grue, il va parler. Qui est ce type? On ne sait pas. Encore une fois, si 10 femmes étaient montées en haut d'une grue pour dénoncer la violence conjugale, il n'y aurait pas eu une seule caméra. Et moi, c'est la question que je posais aux journalistes. Je leur disais, mais pourquoi vous vous intéressez à ce type? Qu'est-ce qu'il a de tellement exceptionnel? Pourquoi? Et ils étaient très embêtés parce qu'ils ne s'étaient même pas posé la question. C'est-à-dire que l'idée que les hommes sont victimes, et notamment que les hommes sont victimes devant la justice, que la justice favorise les mères au détriment des pères, c'est une idée qui est très ancrée. Qui est fausse quand on regarde les statistiques, c'est absolument faux. C'est néanmoins, si vous discutez avec vos amis, vous allez voir qu'à moins d'avoir un milieu très très particulier autour de vous, mais même chez des gens plutôt féministes, plutôt à gauche, etc., vous aurez une majorité des gens qui vous diront « Ah mais quand même, la justice, elle est quand même plutôt favorable aux mères. » C'est faux. Donc, ce discours, il était bien accueilli. Et il a été très bien accueilli, c'est assez étonnant, notamment dans le journal Libération, qui est le journal qui défendait les idées pro-pédophiles dans les années 70. Alors, juste, je vous interromps là-dessus, c'est que la semaine dernière, on a eu un live sur ces questions-là de comment, dans les années 70, la pédophilie avait pignon sur rue. Et on a développé beaucoup ces aspects-là, comment
dans les années 70-80, il y avait tout un discours pédophile que vous décrivez aussi dans le livre pour justifier la pédophilie. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Oui. Et effectivement, c'est comme si ce discours-là avait changé de forme. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le discours, qui n'est pas seulement le discours pro-pédophile, c'est le discours patriarcal de la propriété des corps par les hommes, pour les hommes. Propriété du corps des femmes et des enfants. C'est ça le discours. Dont une des conséquences, évidemment, c'est l'agression sexuelle. Mais pas que. On pourrait dire d'une certaine manière que la violence conjugale, c'est aussi la conséquence de ça. Mhm. Ce sont souvent les mêmes tenants qui balancent entre deux formes de raisonnement, la justification et le déni. Et c'est souvent au même endroit. C'est-à-dire que ceux qui ont défendu aux États-Unis le déni en réactivant le syndrome d'aliénation parentale, etc., c'était pour certains d'entre eux les mêmes qui disaient mais il faut être fier d'être pédophile parce que la pédophilie, c'est une sexualité comme une autre. C'était les mêmes. C'est le journal Libération qui défend des idées pro-pédophiles, c'est le moins qu'on puisse dire, de manière radicale dans les années 70, et qui, dans les années 2000, prend la défense de manière, mais sans aucune nuance, des types qui grimpent sur les grues et dans une partie du discours, c'est le syndrome d'aliénation parentale. Donc on voit qu'il y a là une cohérence qui est une cohérence du patriarcat. Et on a souvent pensé que ces idées-là, elles venaient de la droite. En fait, non, elles sont partout. Quand on analyse les textes de l'époque, on voit que d'abord, c'est dans tous les pays européens, tous les pays occidentaux, il y a des associations pro-pédophiles qui ont pignon sur rue, qui ont des magazines, qui ont des journaux. Il y en a eu 4 en France, il y en a un jusqu'au début des années 90, Oui. des photos d'enfants nus. Maznev, évidemment très connu, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et on est souvent allé chercher des poux, par exemple à Cohn-Bendit. Bon, j'ai aucune sympathie pour le bonhomme, mais à Cohn-Bendit, mais c'est un détail dans l'histoire. On n'est jamais allé chercher des poux à Serge July, par exemple, qui a quand même dirigé le journal Libération, qui publiait des textes ouvertement pro-pédophiles. Quand on voit la liste, alors on a beaucoup parlé récemment de tous les signataires intellectuels qui ont signé des appels à ce qu'on supprime l'âge en dessous duquel c'est un délit d'avoir des relations sexuelles avec des enfants, ça traverse tout le corps social, toutes les classes sociales. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est du lumpenprolétariat jusqu'à la grande bourgeoisie, de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est transversal. Et ça, c'est bien la preuve que c'est un phénomène culturel et que c'est dans notre culture qu'il faut aller le déraciner. Et tant qu'on ne fait pas ce travail-là, malheureusement, il va être extrêmement difficile d'avancer. Alors justement, pour ce travail-là, votre livre est à recommander. Donc ce livre, La loi des pères, que j'invite chacun à commander, à acheter chez son libraire et à lire, parce qu'il permet de mesurer l'étendue de ce qui se passe. Et quand on mesure l'étendue, on peut commencer à entrevoir éventuellement des solutions possibles, en tout cas à se fédérer, en parler et pas lâcher les gens dans leurs difficultés. Et alors, pour revenir aux masculinistes, ils ont effectivement, on le voit dans votre livre Pignon sur rue, mais pas seulement parce qu'ils sont proactifs, mais parce qu'ils sont proactifs, parce que leurs théories sont entendues et sont reconnues. Hein, et on voit que c'est une dérive des années 70 qui se transforme dans les années 2000. Dans votre livre, vous parlez aussi de la pédophilie sur Internet, qui est aussi extrêmement présente et qui permet à des tas de notables ou des tas de personnes de n'importe quel milieu social, justement, d'avoir accès à de la pédophilie. Mais là où on voit que cette idéologie est extrêmement perverse, c'est qu'elle arrive à inverser la culpabilité. Les femmes deviennent complices, deviennent coupables, et les enfants mentent. Et ça, c'est extrêmement terrible. Ça veut dire qu'on est dans une sorte de double bind dont on voit les commentaires. Hein. Les femmes qui témoignent là, sur la liste sont dans ces double binds-là. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité de pouvoir faire entendre ce qu'elles vivent, puisque de toute façon, quand elles arrivent devant des juges ou devant même parfois des médecins, elles sont déjà condamnées. Et je ne sais pas si vous voulez aller plus loin et rajouter quelque chose là-dessus. Quelque chose d'assez traditionnel, c'est-à-dire que l'enfant, le mot enfant vient de infans en latin, qui veut dire qui ne parle pas, du verbe femi. L'enfant ne parle pas, c'est ce qui le définit. Et quand il parle, ça n'a pas d'importance. Et quant à la mère, elle est coupable. Bien sûr qu'elle est coupable, c'est
On pourrait dire que c'est une des choses qu'il a définies. Il y a eu toutes sortes de théories sur d'autres sujets qui ont culpabilisé les femmes, l'autisme, voilà, il y a eu d'autres sortes de théories qui nous expliquaient que c'était de la faute des mères. Donc la mère, elle est coupable par définition. Quand vous regardez, y compris dans la culture populaire, y compris même parfois même dans les comédies, euh, le parent qui fait que l'enfant devenu grand se retrouve chez un psychanalyste, c'est jamais le père. Regardez, y compris encore une fois dans la culture populaire humoristique. Hein, c'est la mère, c'est Marc Vialonga, etc. C'est la mère hyper présente. C'est jamais le père. Le père, c'est jamais un problème. C'est un cas. Ou bien il est absent, ou bien c'est un cadre de référence tranquille, protectrice. Mais en tout cas, c'est pas lui qui envoie ses enfants 20 ans plus tard chez le psychanalyste. Or, ce qu'on observe, ben évidemment, c'est pas du tout ça. C'est que, d'une part, beaucoup de pères prennent très peu part à l'éducation de leurs enfants et aux tâches afférentes. Ça reste vrai malheureusement. Et puis d'autre part, on voit bien, encore une fois, les conséquences traumatiques, y compris sur le plan somatique et psychiatrique, des agressions sexuelles d'enfants. Or, les agressions sexuelles d'enfants, 6% des enfants, 98% des agresseurs sont des hommes. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose qui se joue, plus genré que ça quand même, c'est compliqué. Et 80% se passe dans l'intrafamilial, 80% des agressions sexuelles. Alors ça dépend des études, en tout cas une majorité. Une grosse majorité se passe dans le cadre familial ou proche. Bon. Donc c'est un phénomène culturel qui est là, qui est très, très ancré et qui est tellement ancré qu'on ne le voit plus en fait. C'est la particularité de tous ces phénomènes. Dans votre enquête, on découvre aussi que l'ordre des médecins peut jouer un rôle très double. Nous, pendant ce forum, on a interviewé des psychiatres, des professionnels du monde de la santé qui ont de manière officielle ou officieuse, qui nous ont raconté ces histoires-là, qui montrent que ce n'est pas anecdotique. Comment vous découvrez ça, le rôle de l'ordre des médecins? J'ai rencontré un certain nombre de médecins, notamment pédopsychiatres, qui ont eu affaire avec, d'une part, l'ordre des médecins, mais aussi la justice. Parce qu'il faut savoir qu'en France, les médecins sont très, très, très mal protégés. Il faut dire aussi que des associations masculinistes, en l'occurrence SOS Papa, a publié dans son petit magazine des lettres types. Il n'y a plus qu'à recopier dans le cas où un médecin fait un signalement. Et donc, cette lettre type permet de porter plainte. Et avec toutes les indications, il n'y a vraiment plus qu'à faire un copier-coller. Vous mettez le nom du médecin, vous mettez votre nom en bas, vous l'envoyez. Et donc, évidemment, il y a eu une multiplication de plaintes déposées par des pairs qui étaient mis en cause contre des médecins qui avaient fait des signalements. Et notamment les médecins libéraux. Parce que quand on est hospitalier, c'est différent. Les médecins libéraux, aujourd'hui, ont très très peur de faire des signalements. Parce qu'ils peuvent être incriminés devant l'ordre des médecins. Il y a eu des suspensions, des interdictions d'exercer momentanées, mais parfois un moment qui dure longtemps. Il y a le cas de Catherine Bonnet en France qui est très 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 connu, où on a véritablement détruit sa carrière sur ces faits-là. Et c'était pour SOS Papa une prise de guerre. Hein. Ils voulaient la tête de Catherine Bonnet et ils l'ont eu. Et puis, vous avez la justice, parce qu'effectivement, quand un médecin signale une agression sexuelle d'enfant, le fait qu'il l'ait fait de manière, je ne vais pas employer un terme juridique, mais vous allez me comprendre, fallacieuse ou non, dépend du fait qu'il y ait eu ou non condamnation. Or, puisque 70% des plaintes sont classées, les condamnations sont rarissimes. Dans tous les cas où il n'y a pas de condamnation, ça ne veut pas dire que le médecin n'a pas bien fait de signaler, mais on peut le lui reprocher devant la justice, au pénal. Voilà. Donc, ça veut dire que, il faut savoir aussi que dans le code de déontologie de l'ordre des médecins, il n'y a pas d'obligation de faire un signalement. Alors, il y a une obligation, mais avec une grosse exception qui est tellement floue que les médecins ne sont pas obligés de signaler. Et donc, eh bien, on se retrouve dans une situation où un certain nombre de médecins renvoient vers l'hôpital, mais ne font plus de signalement. Jean-Guillaume ?
Alors, oui, oui, quand on vous lit par rapport à l'ordre des médecins, les signalements les exemples que vous donnez, et je pense qu'ils sont significatifs et pas anecdotiques, ce sont des médecins qui témoignent de violences fortes sur les enfants ou de comportements où on voit très très facilement et très nettement que les enfants ont subi des violences sexuelles significatives, claires et évidentes, parce que souvent c'est corroboré par vous l'avez dit au début, mais on va le rappeler, par ce que voit par exemple la nounou, ce que voit l'institutrice. Et souvent c'est tellement grave, c'est tellement évident que les institutrices ou les directrices d'école signalent immédiatement. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est de voir que les médecins font simplement leur devoir de citoyen, d'être humain, de protéger ses enfants, et la pression qui leur est mise, les jugements qui sont rendus, sont une deuxième double peine. C'est-à-dire que non seulement les femmes sont condamnées, mais les médecins, hommes ou femmes, qui font leur travail d'être humain, de défense de l'enfance, sont condamnés. Donc du coup, il y a plus, on sent que le moyen d'aider les enfants se réduit. Il n'y a plus Alors, d'échappatoire possible. ils ne sont pas nécessairement condamnés, hein, mais il n'y a pas besoin qu'ils soient condamnés. Mhm. Beaucoup d'entre eux redoutent tout simplement des procédures longues et coûteuses et Oui, stressantes. quand je dis qu'ils sont condamnés, c'est ce que j'entends. Pour moi, c'est un médecin qui doit passer son temps à aller justifier devant les tribunaux de quelque chose qui n'est pas justifié. Ça lui prend un temps fou. Ça peut, enfin, il faudrait Du les temps, de l'argent et interroger. du stress, bien sûr. Et Voilà. c'est comme ça que, Donc, vous voyez même une pédopsychiatre bien connue qui m'a dit, moi, les enfants qui sont dans des situations qui subissent vraisemblablement des agressions sexuelles dans le cadre familial, je n'en prends plus autant qu'avant. Parce que je sais que derrière, je vais avoir des procédures et donc je n'y arrive plus. Voilà. c'est un moyen très à l'américaine finalement de noyer toute possibilité de faire justice et d'arrêter ce mouvement-là à l'encontre des enfants, de le noyer dans des procédures judiciaires. Ça rejoint, mais on ne va peut-être pas le développer, la théorie ou les syndromes des faux souvenirs qui visiblement a bien servi à protéger des pédophiles à une certaine époque et qui manifestement pourrait continuer à le faire. Mais on ne va pas développer ce point-là parce qu'on a d'autres choses à aborder. Hein. Ça pose. Est-ce que tu voulais aller plus loin, Ophélie, sur ce sujet-là? Tu avais encore des questions ou... Non, on peut poser la question de l'expertise, en fait. Oui, c'est ça. De, Voilà. donc, on parlait de la formation des juges, avocats, magistrats, policiers, etc. Peut-être juste faire un point actuellement en France, un enfant dont un signalement est fait, comment il est questionné? Qui et comment on le questionne, cet enfant? Alors, il y a de tout, ça dépend des départements. Donc, vous avez des départements qui commencent à être mieux outillés que d'autres. Cela dépend évidemment des magistrats, ça dépend de beaucoup de paramètres en fait. Mais Mhm. on est très loin du compte. On est très 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 loin du compte, à la fois sur le plan méthodologique. Euh, il faudrait interroger des gens comme le docteur Gérard Lopez ou d'autres, Walter en Suisse, il y en a au Québec. On a aujourd'hui, nous disent ces spécialistes, des méthodologies pour le recueil de la parole de la victime qui soient extrêmement fiables. Alors, j'ai lu un certain nombre de leurs travaux, je ne pourrais pas vous les commenter, je ne suis pas formé pour, mais c'est vrai que c'est extrêmement convaincant. Le problème, c'est que ces théories, ces pratiques, pardon, demandent du temps et donc des moyens. Ce n'est pas en 20 minutes qu'on fait une expertise avec un enfant qui raconte des agressions sexuelles qu'il a subies. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, ça se passe comme ça. Il y a des expertises qui sont rendues en une demi-heure. Il y a des experts qui se permettent de rendre des expertises sans avoir rencontré des victimes. Et ça n'a pas l'air de choquer grand monde. Alors, il y a un flou artistique dans l'expertise en France, à tel point qu'il n'y a pas si longtemps, j'en parle dans le livre, il y a une experte qui a rendu, je crois que c'est plus de 100 expertises, sans avoir le moindre diplôme. Elle n'avait même pas le bac. Et donc, elle a rendu des tas d'expertises pour la justice familiale, dont des expertises qui ont mené à ce que les enfants soient retirés de leur mère et confiés au père désigné comme agresseur. C'est par hasard, c'est parce que cette dame s'est brouillée avec son mari dont elle divorçait et que c'est lui qui a révélé ça à la justice, sinon ça continuerait encore.
cette personne, alors c'est le cas extrême, vous allez me dire, mais c'est l'argument de la fortiori. Si ça c'est possible, ça veut dire que tout est possible. Et que dans les experts, on a des gens extrêmement sérieux, qui dénoncent d'ailleurs la situation, qui dénoncent le manque de moyens, et puis on a des gens qui n'ont aucune expertise, aucune compétence, et puis entre les deux, on a des gens qui sont les promoteurs officiels des théories pro-pédophiles. Donc, vous avez en France Ben Soussan, qui est le grand promoteur du syndrome d'aliénation parentale. Vous avez Van Gisegem au Québec, c'est un Belge, mais maintenant il est au Québec. Il a œuvré en France pendant des années. Vous en avez en Suisse, vous en avez partout. Et ces gens-là tiennent un discours qui a l'air très sérieux, très scientifique. Ce sont les grands experts. Moi, il y a un magistrat qui m'a dit, vous savez, devant Paul Ben Soussan, il n'y a aucun magistrat qui oserait remettre sa parole en question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que c'est extrêmement disparate et que on sait pas, sait, les mères qui se retrouvent dans la justice ne savent pas devant, et les enfants ne savent pas par qui ils vont être pris en charge. On est dans une sorte de justice de malchance ou de chance. C'est ça un peu ce que ça veut dire aussi. Oui, et puis surtout, moi ce qui me frappe, c'est le nombre de gens dans le système qui n'ont pas de compte à rendre. Un expert n'a de compte à rendre à personne. Voilà, il fait son expertise comme il veut. Il n'y a pas de méthodologie qui lui est imposée. Il n'y a pas de, personne ne va surveiller la manière dont il va travailler. Les magistrats, même chose. Les JAF, moi j'ai discuté avec un certain nombre de juges aux affaires familiales, ils ont tous leurs règles. Et les règles sont parfois totalement en opposition, avec des philosophies de travail qui sont totalement en opposition. Voilà, donc ça dépend sur qui vous tombez. Et puis, en dehors des experts, psychiatres, pédopsychiatres, psychologues et autres, vous avez des rapports qui sont rendus par des associations qui sont mandatées par la justice pour enquêter dans le cadre familial, voir comment ça se passe, pour aller voir dans la famille, une fois par mois, 2 fois par mois. Alors là aussi, selon les cas, il y a des cas où c'est 3 fois par mois, d'autres c'est 1 fois tous les 6 mois, où un travailleur social, un éducateur se rend auprès de la mère, chez la mère, il va voir comment l'enfant est traité, puis chez le père, et puis voilà, on reste une demi-heure, on discute, on pose 3 questions et on s'en va. Et là aussi, on a dans un certain nombre d'associations qui sont les plus importantes, qui ont le plus le pignon sur rue, toute cette idéologie de syndrome d'aliénation parentale, de culpabilisation des mères, de négation des enfants qui se disent victimes d'agressions sexuelles, et ces associations organisent même des colloques dans lesquels elles invitent tous les grands promoteurs de ces théories à prendre la parole. Ça veut dire qu'on est là face à un panel de professionnels complètement imbibés de ces théories et qui donc vont venir auprès du juge justifier, alors parfois ce qu'un expert psy vient dire, et puis surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans toutes ces matières-là, il y a la force du stéréotype. Si on revient à la question des masculinistes, pourquoi les masculinistes qui montent sur une grue ont une telle visibilité? Je compare toujours ça à un toboggan. Si vous mettez un enfant maladroit en haut d'un toboggan avec une bille, à un moment, il va lâcher la bille elle va rouler jusqu'en bas. Si vous mettez un enfant même très adroit, avec la même bille en bas du toboggan qu'il faut la faire remonter, ça va être beaucoup plus compliqué. Eh bien, les masculinistes, ils sont en haut du toboggan. C'est-à-dire qu'ils ont le poids de l'histoire idéologique derrière eux. Ils ont le vent de l'idéologie derrière eux. Et les gens qui s'opposent à cela, le mouvement féministe et autres, et ceux qui veulent défendre les enfants, qui s'opposent au modèle patriarcal, ils sont en bas du toboggan. Et on a, d'une certaine manière, toute cette inertie culturelle face à nous, et ça, c'est très, très, très compliqué. Et donc, quand un magistrat qui est un individu dans une société, qui est le produit culturel de cette société, qui, dans la grande majorité des cas, ne s'est pas remis en question par rapport à ces phénomènes, à ces stéréotypes, entend quelqu'un qui vient valider les stéréotypes, et qui, en plus, lui donne un instrument pour se débarrasser très vite d'un dossier, la parole de l'enfant, là-dedans, elle ne vaut rien. Pour les professionnels qui nous écoutent, il y a un DU, un diplôme universitaire qui existe à Paris, qui est dirigé par Maurice Berger. Oui. On en a parlé avec Eugénie Izard aussi, qu'on a reçu la semaine dernière. Donc voilà, si vous pouvez vous former, vous avez la possibilité de le faire maintenant. Donc allez-y. C'est aussi une invitation à cette émission et tous les lives que Ophélie Perrin
Emmanuel Lang propose de réfléchir à cette question de notre société, du patriarcat et de ce que ça induit dans la vision qu'on a des femmes et des enfants. Et je pense que ça mérite une réelle réflexion de questionner nos actes, nos propos, quand on est face à des victimes, face à des couples qui se séparent. Parce qu'on pourrait imaginer, quand on vous écoute, que bon, ben voilà, les juges sont de bonne foi, il y a un couple en conflit, il faut essayer de comprendre qui fait quoi. On peut imaginer que parfois, il y a des femmes qui sont peut-être aussi manipulatrices, ça peut arriver, voilà, on pourrait ça doit peut-être même arriver, voilà. Mais là, c'est autre chose qui se passe, hein. On n'est pas dans ces éléments-là, il y a des éléments factuels, il y a des faits précis qui sont ignorés par la justice comme si c'était l'angle mort qui était l'angle mort de notre société, qu'on ne veut pas aller voir, dont vous avez beaucoup parlé dans cette société patriarcale. Et les magistrats ne sont peut-être que l'aspect émergé de tout un monde qui nous habite, qui ne veut pas reconnaître à quel point l'inceste, la pédophilie sont partie prenante de notre société. Est-ce que vous voulez développer cet aspect-là que vous abordez dans le livre aussi, hein, dans votre enquête en quelque sorte, d'une société qui est incestueuse et pédocriminelle, hein? Vous avez bien résumé le problème. On trouve la réponse d'une certaine manière chez Lévi-Strauss. Alors, dans un chapitre où il parle de cette question-là et de la question de la prohibition de l'inceste, hein, comment est apparue la prohibition de l'inceste. Il raconte bien que ce n'est pas pour des raisons morales que l'inceste a été prohibé. C'est dans un but utilitariste. C'est-à-dire, je conserve ma fille, ma sœur, vierge, je n'ai pas de relation sexuelle avec elle, c'est-à-dire je ne me reproduis pas avec elle, c'est ça que ça veut dire surtout, pour pouvoir l'échanger contre une autre, et ce faisant, me faire un allié. J'échange ma sœur contre la sœur d'un tel, qui n'est pas membre de mon clan, et je deviens allié avec lui, nous devenons beaux-frères, on dirait aujourd'hui. Beau-frère, beau-père, beau-fils, etc., etc. Et ça crée de l'alliance, et c'est cette alliance qui est le premier pas vers la construction de la civilisation. Lévi-Strauss insistait sur le fait qu'encore une fois, ce n'était pas pour des raisons morales, que c'était pour des raisons utilitaristes. Et il insistait aussi sur le fait, et notamment il se fondait sur des entretiens qui étaient menés par des ethnologues chez les peuples dits premiers, c'est-à-dire qui vivent encore de manière assez proche de ce que connaissaient nos ancêtres sapiens, les premiers sapiens, qui pratiquent effectivement l'échange des filles, qui pratiquent la prohibition de l'inceste. Et Lévi-Strauss insistait très fort sur le fait que la prohibition de l'inceste n'avait jamais arrêté l'inceste, que l'inceste était quelque chose qui avait toujours continué à être commis, parce que pendant des millénaires, sans doute des centaines de millénaires, il n'y avait pas de prohibition morale. La prohibition morale de l'inceste, elle est venue petit à petit, elle s'est construite petit à petit. Et donc, l'inceste, c'est quelque chose qui a toujours été là, qu'on ne voulait plus voir. L'inceste, d'une part, et les agressions sexuelles d'enfants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait que, voilà, on bousculait, comme on disait, une gamine dans un fossé, ou dans la paille, dans la grange, ou dans les bonnes familles, la petite bonne de 12-13 ans, ça faisait partie des mœurs, c'était pas remis en question, et de la même manière que d'autres phénomènes prennent du temps à être remis en question. Si moi je m'intéresse beaucoup à la question de l'égalité professionnelle, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que des attitudes masculines qui étaient tout à fait normales au sens culturel du terme, hein, la norme, il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'un patron pince les fesses de sa secrétaire, ça faisait partie des attributs du patron, comme d'avoir une grosse voiture de fonction, mais aujourd'hui c'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution culturelle qui fait que ce qui était normal au sens normatif quasiment du terme devient un interdit. Alors, ça prend du temps, et puis l'interdit, il est très relatif, et puis des gens s'y opposent encore. Et bien là, c'est la même chose. Il y a toujours eu des agressions sexuelles d'enfants, et il a fallu, en fait, c'est arrivé très tard, ça c'est au 19e siècle, qu'on commence à penser qu'il puisse y avoir des traumatismes qui ne soient pas que somatiques. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que tout ce qu'on faisait à un enfant, il l'oubliait. On avait des pratiques médicales sur des enfants qui étaient extrêmement douloureuses, mais ce n'était pas grave parce qu'ils l'oubliaient et il n'y avait pas de traces de ça. Le corps pouvait avoir des traces, c'est-à-dire si on casse un membre, si on cogne quelqu'un, si on ouvre le corps de quelqu'un, il va y avoir une cicatrice, une blessure, des souffrances.
Le corps, c'est somatique, ce qui est de l'ordre du psychologique, oui, la psyché, il n'y a pas de trauma, il n'y a pas de trace. Et il faut attendre le 19e siècle pour que les médecins commencent à se poser cette question et se dire, mais si, en fait, on observe qu'il y a des traces dans la psyché des individus. Et donc, c'est là qu'on se rend compte aussi, que certains se rendent compte que des agressions sexuelles, c'est pas pensé comme ça d'ailleurs, c'est pas pensé en termes d'agression sexuelle, mais en tout cas, ce que nous considérons aujourd'hui comme des agressions sexuelles d'enfants, eh bien, en fait, ça provoquait des traumatismes. Et ça met longtemps, vous voyez, ça met 2 siècles quand même pour que ça devienne quelque chose de consensuel. Mais c'est encore l'argumentaire qu'on voit chez les pédophiles comme Matzneff, qui sont bien sûr l'aspect émergé de ce qu'on veut bien nous montrer ou qu'on veut bien médiatiser, qui ont exactement cette justification-là. Ça fait pas mal, donc il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. Et aujourd'hui, on a reçu Hélène Romano, on a reçu Soraya Demoura Frère. La plupart des professionnels sont unanimes sur les conséquences. Pourtant, il y a peu de traces et dans la justice, c'est pas reconnu. C'est-à-dire que le traumatisme est rarement reconnu. On a vu, il faut justifier. Là, on a vu dernièrement, vous l'avez posté sur la loi des pères, qu'il fallait justifier. Peut-être vous pouvez parler de ce qui s'est passé, parce que je ne l'ai plus en tête exactement. Ah oui, alors c'est une décision effectivement de la Cour de cassation qui est absolument ahurissante. Alors c'est une fille, une petite fille, elle a 12 ans je crois, oui. qui dit avoir été violée par son père. Bon, apparemment les faits sont établis du point de vue judiciaire. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est un viol ou pas? Alors, je n'aurais pas... Je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont sensibles sur ces questions-là. En tout cas, il y a une pénétration, je ne vais pas donner de détails, il y a une pénétration de la petite fille, c'est évident, mais la Cour de cassation explique que la pénétration n'est pas assez profonde, pas assez prolongée et pas assez rythmée pour qu'on puisse considérer que c'est un viol. On en est encore là. On en est encore là. Et donc, alors oui, il y a un consensus scientifique sur les conséquences somatiques et traumatiques. J'imagine que Madame Romano, Madame Isard vous en ont parlé en long et large au travers. C'est une évidence, parfois avec des occurrences, mais vraiment très, très, très importantes. Si vous prenez par exemple la question de la prostitution, c'est écrasant. Et d'autres troubles de la personnalité aussi, ça peut être très écrasant. Et aussi sur le plan somatique. Et malgré tout, on a encore des gens, effectivement, alors vous parlez de Matzneff, mais il est loin d'être le seul, qui nous explique que tout ça, non seulement c'est sans gravité, mais c'est même désiré par les enfants. Parce que la question du désir des enfants qui vient justifier les agressions sexuelles, c'est aussi quelque chose qui a explosé dans les années 70, parce que c'était le cœur de la théorie, hein, c'est que les enfants désiraient cela, les enfants aimaient cela, il fallait libérer les enfants et leur sexualité. Aujourd'hui, je pense que ce serait très compliqué pour quelqu'un qui défend ces théories-là de les exprimer dans un journal mainstream, mais et pourtant dans votre... Oui. Je vous mais interromps parce que pourtant, dans votre livre, on voit qu'il y a une caution scientifique de la pédocriminalité. Alors, vous avez parlé du 19e siècle, mais elle a eu lieu encore dans les années 70 avec Dolto, mais ça continue encore aujourd'hui avec des gens comme Ruffo. Et vous donnez des exemples sidérants d'émissions de télé où, sans connaître l'histoire, Ruffo va légitimer que... peut-être que je peux vous laisser évoquer ce cas parce que ça paraît surréaliste. Hein. Alors, ben oui, Ruffo, effectivement, donc, dans son émission Allô Ruffo sur France 5, en tout cas sur France Télévisions, France 5, je ne sais plus, on prend en direct une communication avec une c'est une maman qui dit que sa fille, qui est une jeune majeure, vient d'être internée d'office, qu'elle est en grande souffrance et qu'elle dénonce des agressions sexuelles qu'elle aurait subies durant l'enfance et elle désigne son agresseur qui est un ami de la famille. Grand classique. Eh bien, Ruffo, sans rien connaître de la situation de cette victime, à la télévision, immédiatement réplique en disant « c'est fantasmatique. C'est fantasmatique. Votre fille a imaginé cela. Et d'ailleurs, le conseil qu'il donne, c'est ça le plus aberrant. Il dit « vous devriez en parler avec la personne qu'elle désigne. » C'est-à-dire que ce psychiatre pousse une mère de famille qui doit être, on l'imagine, dans un très grand trouble, à s'allier avec l'agresseur sexuel
qui est désigné par sa fille. Ben voilà, tout est dit. Et c'est passé sur France Télévisions sans que ça ne fasse un scandale. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont été une bande de gens qui travaillaient sur ces questions, qui ont sursauté évidemment quand on a vu ça. Ça a été partagé sur YouTube. C'est toujours sur YouTube, on peut toujours le voir d'ailleurs. Mais sinon, est-ce que Ruffo a eu des ennuis par rapport à ça? Est-ce que sa carrière s'est arrêtée? Est-ce qu'il a cessé d'écrire des livres, de faire des conférences? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous parliez du consensus scientifique, mais par exemple, dans le système judiciaire, l'amnésie traumatique n'est toujours pas reconnue, alors qu'elle est reconnue au niveau du DSM-5 en psychiatrie. Il existe encore un décalage entre les conséquences traumatiques des violences sexuelles sur les enfants et sur les adultes et leur reconnaissance au niveau judiciaire ou pas? Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. D'accord. Ce qu'il faut voir, c'est que, imaginez, mettez-vous dans la peau d'un magistrat. Moi, je pars toujours de l'idée, y compris chez des gens que je n'aime pas, je ne parle pas des magistrats, mais de manière générale, je pars toujours de l'idée, après je peux changer d'avis, mais je pars toujours de l'idée que les gens sont de bonne foi. On gagne du temps souvent. Vous êtes un magistrat, vous êtes de bonne foi. Vous n'avez rien lu sur la question. Vous devenez, à la suite d'une mutation, juge aux affaires familiales, et vous vous retrouvez devant les familles. Vous avez une kyrielle de dossiers, parfois très épais, que vous n'avez même pas le temps de lire. Les gens défilent dans votre bureau et vous devez prendre en un temps record des décisions essentielles pour la vie des enfants. Vous avez une responsabilité écrasante. Imaginez que vous soyez un juge lambda. Ça veut dire que vous êtes au cœur de la culture dominante. Ça veut dire que vous êtes traversé par toutes sortes de stéréotypes. Vous n'êtes pas du côté des masculinistes, vous n'êtes pas du côté des féministes, vous êtes dans le ventre mou de la société. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui vous paraissent être des vérités, qui vous paraissent être du bon sens, qui sont là, que vous avez à l'esprit, consciemment ou inconsciemment, et qui vont évidemment nourrir les décisions que vous allez prendre. Et puis, vous avez des décisions à prendre face à des situations dont vous savez peu de choses. Alors, si on regarde par exemple du côté du juge des enfants, même chose. Vous avez un enfant qui dit oui, mais moi j'ai subi telle et telle chose, un ou deux signalements de médecins, la mère qui dit si, d'ailleurs ma fille m'a dit que, elle m'a raconté que, elle a dessiné que, etc. Et le père, d'autre part, qui pleure, qui dit mais moi jamais, au grand jamais. Évidemment, en tant que juge, vous ne pouvez pas, par défaut, décider que l'enfant a raison, que la mère a raison et que le père est coupable. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner comme ça, la démocratie, la justice dans une démocratie. Il faut avoir des faits, il faut avoir des preuves. Vous n'avez pas les moyens pour les trouver. Les moyens qui sont à votre disposition, c'est quoi? Ce sont des experts. La situation des experts en France est catastrophique. Et vous pouvez tomber sur des experts en plus qui vont vous dire n'importe quoi. Vous avez des associations qui vont vous fournir des rapports dont on a vu qu'ils étaient dans beaucoup de cas extrêmement discutables. Et puis vous avez une décision à prendre. Quelle décision allez-vous prendre? Il faut dormir en plus avec tout ça. Vous devez dormir avec les décisions que vous allez prendre. Je pense que le plus direct, dans un certain nombre de cas, c'est de vous convaincre que quand même les femmes, elles sont perfides, que quand même les hommes, ils sont quand même maltraités, que quand même ils font des efforts aujourd'hui pour être des bons papas et que quand même on n'est pas très gentil avec eux et que quand même les enfants, on sait très bien qu'ils racontent n'importe quoi. Voilà comment ça va fonctionner. Maintenant, comment ça pourrait fonctionner? On pourrait avoir des magistrats qui seraient bien formés sur ces questions-là. Il pourrait d'ailleurs ne pas être un juge unique dans de tels dossiers. On pourrait avoir une justice qui aurait les moyens d'enquêter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que si un enfant dit a des gestes particuliers ou des mots particuliers, ou même s'il désigne quelqu'un, qu'il faut le croire sur parole sans rien vérifier. Non, il faut pouvoir enquêter. Enquêter, d'abord, c'est recueillir la parole de l'enfant de manière professionnelle. Ça coûte beaucoup d'argent. Le faire avec tous les enfants chez qui il y a une suspicion. Il y a énormément d'enfants. Ensuite, faire des enquêtes judiciaires quand il y a une suspicion. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Ce n'est pas du tout la priorité des forces de police, ce n'est pas la priorité du ministère de la Justice. Et ce sont les parquets quand même qui ont une politique qui indique aux forces de police vers quoi il faut se tourner en priorité. Ce n'est pas du tout la priorité.
Ce n'est pas du tout la priorité d'ailleurs dans le corps social. Si vous écoutez, si vous écoutez les gens autour de vous et que vous leur dites quelle doit être la priorité de la police, ben, ce n'est pas ça. Les gens ne vont pas vous dire la priorité de la police, ça doit être de protéger les enfants victimes d'agressions sexuelles dans le cadre familial ou les femmes dans le cadre de violences conjugales. Ce n'est pas ça que les gens vont vous dire. Ce n'est pas la demande du corps social. Le problème, il est là. Donc on voit que c'est un problème extrêmement complexe et qu'on ne peut le résoudre que si on travaille sur tous les paramètres en même temps. Ça veut dire qu'il faut des priorités judiciaires, il faut des moyens colossaux pour la justice. Vous savez, j'ai fait le calcul. En prenant 6% des enfants qui sont victimes, et on prend tous les enfants entre 0 qui sont scolarisés jusqu'à 18 ans, donc de 3 à 18. Vous ajoutez à cela tous les gens qui ont de 18 à 38, puisque jusqu'à il y a peu de temps, c'était 20 ans la prescription. Prenez toutes ces personnes, vous multipliez par 6%. Ensuite, vous appliquez à cela un coefficient pour savoir combien il y a d'agresseurs sexuels. Parce qu'évidemment, un agresseur peut faire plusieurs victimes. Donc, il y a moins d'agresseurs que de victimes. Le coefficient qu'on retient en général, c'est 0,9. Vous prenez tous ces gens, non, fois 6%, vous avez le nombre de victimes, fois 0,9, vous avez le nombre d'agresseurs qui peuvent encore aujourd'hui être jugés par la justice. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est un exercice pour comprendre l'importance du phénomène. C'est pour comprendre la situation dans laquelle on est, hein, c'est bien ça. Hein. Et que, pardon? C'est pour bien comprendre la situation dans laquelle on se trouve et qui est un enjeu collectif. Hein. Absolument. Si vous prenez tous ces agresseurs et que d'un coup de baguette magique, vous les mettez en prison, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Vous les mettez en prison, vous devez multiplier par 20 le nombre de places en prison en France. Voilà l'ampleur du phénomène. Ça veut dire que si demain, la justice, là aussi d'un coup de baguette magique, décide... Il y a 60 000 places de prison en France à peu près et on déborde largement bien entendu. Une surpopulation carcérale en France. On est très mal classé. On doit être au niveau de la Biélorussie dans les derniers pays au niveau de la qualité des prisons françaises. Hein. Alors ça, c'est encore un autre débat, mais c'est pour vous donner une idée. Ça veut dire que si demain, d'un coup de baguette magique, on avait des gouvernants qui décidaient que c'était la priorité des priorités en matière judiciaire, il faudrait construire des palais de justice partout. Il y aurait des queues d'attente devant les palais de justice pour aller porter plainte. Le problème, il est là, c'est que les victimes qui ne portent pas plainte, ça arrange le système. On ne les entend pas, et puis voilà, ça fait partie des histoires familiales, et puis ces gens, ils ont des troubles, ils sont malades, et puis bon, voilà. Et puis ça arrange le système judiciaire qui est complètement engorgé. D'une certaine manière, est-ce que ça n'arrange pas aussi tout le monde? C'est la conclusion de mon livre. Je conclus en disant, on vit mieux en ne sachant pas. Je pense qu'un des freins pour que ce phénomène soit mieux connu et qu'on y trouve des solutions, des remèdes, c'est un frein psychologique. On n'a pas envie de vivre avec cette idée que parmi mon meilleur ami, mes deux meilleurs amis, mes deux frères, mes deux fils, mon père, mon beau-frère, mon voisin et mon associé, statistiquement, il y en a un qui a des problèmes avec ça, en tant qu'auteur. Il est peut-être passé à l'acte, qui regarde peut-être des vidéos pédopornographiques, qui est peut-être susceptible de passer à l'acte. Mais vivre avec ça, c'est horrible. Ça veut dire que il faut se poser la question de savoir à qui je peux confier mes enfants au bas âge. Est-ce que je peux les confier? Est-ce que je peux les confier à mon frère? Écrit sur le front de personne, ce problème. Est-ce que je peux les confier à mon frère? Finalement, j'en sais rien. Ça veut dire qu'on fait des paris sur les gens qui nous entourent, sur la société, sur les enseignants, parce qu'en plus, évidemment, les agresseurs d'enfants se retrouvent très souvent, et ce n'est pas un hasard, dans une situation où ils sont en contact avec les enfants. Donc, moi-même, je suis proche d'une école associative où il y a eu une discussion sur faut-il engager une personne qui est un homme et qui va s'occuper des tout-petits. D'une certaine manière, si on regarde la statistique, on se dit c'est un risque. Alors est-ce qu'on le court? Est-ce qu'on ne le court pas? Voilà. Et donc, vivre avec ça, c'est tellement douloureux qu'on préfère se dire mais non, mais tout ça, ça n'existe pas. Mais ces gens, ils exagèrent. Ce sont des théories qui... Ça ne tient pas debout. Je ne veux pas se mettre des œillères et vivre dans le déni.
d'une certaine manière, c'est plus Je compliqué. crois que vous le dites, hein, le déni a l'avantage de nous éviter de sentir l'ampleur de la tâche collective qui nous attend, d'une mutation de civilisation, parce que c'est ça dont vous parlez dans le livre, c'est la fin d'une civilisation Oui, patriarcale qui a suffisamment duré. Et cette œuvre de changement, c'est plus facile de ne pas vouloir la faire et de rester endormi parce que la douleur que ça représente pour chacun de voir la réalité coûte cher, mais en même temps, le mensonge avec lequel on peut vivre coûte cher aussi. Et dans la balance des deux, il y a un moment donné où la vérité nous libère aussi. Et les vidéos qui sont actuellement faites par le Forum de l'enfance libre invitent à voir cette vérité, et votre livre aussi, et à se positionner face à elle et à accepter de voir la réalité. Alors, c'est un coût psycho-émotionnel, tout ce que vous venez de décrire, mais qui permet aussi d'envisager les solutions. C'est-à-dire que vous avez déjà amené là plusieurs solutions, plusieurs hypothèses, et la réflexion que vous avez faite n'est pas seulement une réflexion sur comment changer la justice comme si c'était le maillon faible et le problème. Vous amenez tout un aspect de solution et que là, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que c'est comme si vous avez pris de la hauteur, vous nous invitez à prendre de la hauteur, à regarder de plus loin, et que c'est la protection de nos enfants, la protection de ce qu'on fait, c'est global, c'est complexe, et on peut aller regarder. Alors peut-être que je vais un peu vite parce qu'on avait d'autres questions avant, mais Ophélie, tu me diras ce que tu en penses, mais vous envisagez les Non, non, c'est bien. conséquences du changement au niveau économique, au niveau culturel et au niveau psychologique pour toute une société. Alors, peut-être que je vais un peu raccourci ce qu'on voulait vous poser sur. S'il y avait d'autres questions, on pourra y revenir après. Mais cette vision globale que vous posez évite de tomber dans une forme de culpabilisation d'un secteur qui est la justice. La justice n'est que l'aspect émergé d'un problème collectif. Les journalistes sont concernés, on est tous concernés à chaque moment de notre vie face à ça, où on ouvre les yeux, où on les ferme. Voilà. Et j'aimerais vous entendre sur ces conséquences. mais en fait, si vous voulez, la question que je me suis posée, c'est pourquoi, puisque on a des études très sérieuses depuis les années 80, encore une fois, ça commence au Canada, puis en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe, on a des études qui nous montrent à quel point le taux de victimes d'agressions sexuelles avant la fin de l'adolescence, ce taux est très important et essentiellement dans le cadre familial. On a toutes les études qui nous le montrent. Donc pourquoi ne fait-on rien? Et même d'un point de vue purement, comment dire, utilitariste, sans doute que ce phénomène d'agression sexuelle d'enfants pèse extrêmement lourd dans l'équilibre de la sécurité sociale. Parce que les conséquences sont telles sur le plan médical, encore une fois, somatique et psychiatrique, que pour la sécurité sociale, ça a un coût. Mais évidemment, ça a un coût de déporter de 10 ans ou de 20 ans. Mais la question que je me suis posée, c'est pourquoi ne fait-on rien alors qu'on sait? Et je n'ai pas trouvé de réponse. En revanche, j'ai trouvé des réponses en me posant la question à l'envers. C'est ça qui est intéressant. Que se passerait-il si on faisait quelque chose? Et là, je trouve ce que j'appelle des coûts. Il y a 3 coûts si on fait quelque chose. C'est-à-dire que si demain, on se dit, OK, ce phénomène est un phénomène essentiel qui doit être pris en compte massivement, immédiatement, il y a 3 types de coûts. Il y a un coût économique, un coût culturel et un coût psychologique. Le coût économique, ben c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que ça va coûter extrêmement cher. Ça va coûter cher. Mais de la même manière que si on veut arrêter les violences conjugales, ça va coûter cher. Il faut des places d'hébergement pour les femmes victimes, il faut des policiers qui vont se former, qui vont travailler à temps plein sur ces questions-là, etc., etc., etc. Et là, même chose, il va falloir prendre en compte qu'il va falloir des thérapeutes, qu'il va falloir plein de choses, pas seulement du côté de la justice, du côté de la médecine, du côté de la psychiatrie, du côté de plein de côtés. Ça va coûter très cher. Donc il y a, d'une certaine manière, non pas un cynisme, je n'irai pas jusque-là, de gouvernants qui se diraient « Oh là, ça va coûter cher, je ne le fais pas », mais il y a un argument pour ne pas le faire, d'une certaine manière. En tout cas, pas maintenant, demain, et puis après-demain. Premier point, économique. Deuxième point, culturel. Regarder ce phénomène en face, c'est accepter l'idée que l'endroit où les enfants sont le plus en danger en termes d'agression sexuelle, c'est la famille. Ça, culturellement, c'est un tremblement de terre. La famille, j'en parle dans le livre, tous les sondages le montrent, la famille est toujours considérée, en France, mais ailleurs aussi, comme l'endroit de référence où on est protégé, où on n'est pas en danger. Et en l'occurrence, c'est l'endroit le plus dangereux. Mais on pourrait dire la même chose pour les femmes. On voit bien que le viol des femmes est perpétré rarement dans la rue par un inconnu.
c'est, dans la grande majorité des cas, au domicile de l'agresseur ou de la victime. Dans 8 cas sur 10, l'agresseur est connu de la victime, etc., etc., etc. Ça veut dire que notre milieu, notre cocon familial et ce qu'il y a autour, c'est ça le plus dangereux, et pour les femmes et pour les enfants, y compris en matière d'agression sexuelle d'enfants. Donc ça, c'est un coup très, très important. À une époque où on a encore une grande partie des Français qui disent un enfant, c'est un papa, une maman, c'est le modèle traditionnel, hétérosexuel, avec le père qui a autorité sur la famille. Tout ça, évidemment, est complètement balayé si on regarde en face le phénomène des agressions sexuelles de mineurs. Ça, c'est le coup culturel, qui est un frein, évidemment, au changement. Et puis le coup psychologique, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est le fait qu'on n'a pas envie de le voir. On n'a pas envie de vivre avec cette idée-là. Et on n'a tellement pas envie de vivre avec ça qu'il y a, c'est un des derniers chapitres, aujourd'hui des théories qui nous arrivent et qui parlent de pédophilie et qui consistent en fait à penser qu'on verrait des pédocriminels partout et qu'on serait devenu complètement paranoïaque par rapport à la pédocriminalité et que ça deviendrait une forme de manie de voir des pédocriminels partout. Tout cela, en dépit évidemment des chiffres et de toutes les études qui nous disent qu'il y a un phénomène massif. Donc ça, oui, vous parlez d'un certain relativisme par rapport à ça, et puis aussi d'une sorte d'effet boomerang. C'est-à-dire quand quelque chose est dénoncé, je ne retrouve plus le terme, c'est un terme anglais que vous avez utilisé. Est-ce que Félix, tu te rappelles ce que... Oui, c'est ça, voilà. Oui, le backlash, alors oui, ça, c'est un terme que les féministes ont beaucoup employé, et avec raison. C'est l'idée que quand il y a un progrès, c'est une vague qui avance sur le sable, et bien, il y a le ressac, le backlash, le retour en arrière de ce progrès. Et puis on avance, et puis on recule, et puis on avance, et puis on recule. Et le recul, évidemment, il peut être extrêmement, extrêmement brutal, et parfois plus important d'ailleurs que le progrès. Et là, c'est ça aussi. C'est-à-dire que nous sommes à une époque où peut-être, j'ai l'impression que nous sommes au début de quelque chose. Le fait que mon livre ait été publié, et en plus dans une grande maison d'édition, pour moi c'est un signe, parce qu'au départ je me suis dit mais personne ne voudra de ça. Et puis très facilement il a été publié. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, le premier confinement, j'étais invité, j'ai fait plusieurs télévisions, j'ai fait des radios, et je devais en faire beaucoup d'autres derrière. Et je m'étais dit la presse n'en voudra pas. Ça veut dire qu'on est à un moment où quelque chose bouge. Et je pense que la société, une partie de la société, et notamment sur le plan médiatique, est prête à entendre parler du phénomène et à le prendre au sérieux. Contrairement à ce que j'ai vécu avec mon film La domination masculine en 2009, où tous les journalistes, à part un ou deux, il y en avait un au Point et un je ne sais plus où, mais tous les autres m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce sujet débile, la domination masculine, mais qu'est-ce que ça n'a pas de sens, c'est fini tout ça, les femmes ont pris le pouvoir. C'est ce que j'ai entendu dans toute la presse et je me suis fait mais casser en morceaux dans toutes les critiques parce que la société n'était pas prête. C'était en 2009. Et petit à petit, depuis 2009, il y a du chemin qui a été parcouru. Aujourd'hui, la question de l'inégalité femmes-hommes, des violences faites aux femmes, etc., c'est devenu un sujet médiatique. Ça ne l'était pas en 2009. Et je pense que sur la question des agressions sexuelles de mineurs, je pense qu'on est à la veille de... Alors évidemment, la situation est telle maintenant avec le Covid que tout est peut-être... ce progrès, cet espoir est peut-être balayé, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'avais l'impression il y a quelques mois qu'on était à la veille de quelque chose. Donc, voilà. Et alors, ce backlash dont vous parlez, ben c'est ça. C'est que quand il y a un frémissement pour qu'on puisse enfin parler de ce phénomène, eh bien, le backlash, c'est ce mouvement de recul avec des théoriciens qui apparaissent et qui nous disent mais attendez, vous en voyez partout, c'est de la pédophilie, c'est complètement fou, c'est paranoïaque. Et donc, une invitation, d'une certaine manière, encore une fois, à ne pas regarder le phénomène en face. Donc ça, c'est le coût psychologique. Donc le coût économique, culturel et psychologique, je pense que il faut pouvoir en tenir compte si on veut avancer. Évidemment, il y en a certains qui pèsent plus lourd que d'autres, et je pense qu'aujourd'hui, actuellement, la question du coût économique, malheureusement, cette question-là va peser très très lourd dans les années qui viennent. Lorsque nous nous étions parlé au téléphone avant l'interview, vous m'aviez parlé de l'importance de changer l'ordre social comme une solution finalement, comme une possibilité de renverser et de sortir du patriarcat. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous paraît sensé ? Oui, oui, bien entendu. Moi, je pense que la transformation en cours,
c'est ce qu'on appelle une émergence. Mhm. Je pense que sur ces phénomènes-là, il faut vraiment se pencher sur les théories de la complexité, etc. Une émergence, c'est quoi? C'est le fait que dans un système complexe, et la société humaine, évidemment, est un système complexe, à un certain moment, il y a des phénomènes qui se produisent, qui font qu'apparaît une qualité, un phénomène, quelque chose qui était totalement imprévisible. Alors, la définition une des manières d'expliquer le phénomène de l'émergence, c'est de dire on additionne A et B, et quand on les mélange, ça donne du C. Et le C n'est contenu ni dans A ni dans B, mais il apparaît quand on mélange du A et du B. Voilà. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce au XXe siècle qu'apparaît ce grand mouvement d'égalité femmes-hommes? Pourquoi au XXe siècle? Pourquoi pas au XIIIe siècle ou au XXVIIIe siècle avant notre ère, puisque ça remonte à sans doute 200-250 000 ans. Pourquoi là? Et l'idée que ça puisse être une émergence, ça veut dire qu'il y a eu des conditions qui n'ont sans doute rien à voir avec les rapports entre les femmes et les hommes, qui ont permis que, dans le mélange chimique complexe de la société, ce phénomène-là apparaisse. Alors, si on voulait lister ces conditions nécessaires pour cette émergence, c'est impossible de le faire de manière in extenso, mais on peut tirer des grandes lignes. On a la transformation des modes de travail et de production, l'exode rural, la diminution du nombre d'enfants par femme, l'allongement de la durée de la vie, l'évolution radicale de la pensée de l'individu, la sécularisation de la société, le recul du sacré. Voilà, plein de phénomènes qui font qu'à un certain moment, la société est prête pour penser l'individu d'une nouvelle manière, en termes de relations femmes-hommes, mais aussi en termes de relations blanc-noir, en termes de relations homo-hétéro. Vous pouvez remarquer que c'est pendant le même siècle, pas exactement au même moment, mais pendant le même siècle, un siècle c'est très court dans l'histoire de l'humanité, que ces phénomènes apparaissent. Si cette explication, cette hypothèse que je vous fais là, elle est juste, on peut être très optimiste. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans l'évolution du corps social. Alors évidemment, il peut y avoir des accidents, il y a l'aléatoire qui joue aussi là-dedans, mais on est dans quelque chose qui est sans doute durable. Et ça veut dire que cette transformation anthropologique, Françoise Héritier disait que l'élément central, c'était le contrôle des naissances par les femmes, évidemment, puisqu'on a échangé les femmes parce qu'on les considérait comme un outil de reproduction. Donc, cette question du contrôle des naissances, il est évidemment essentiel. Mais si tout cela est vrai, comme je vous le raconte, ça veut dire que cela va continuer. Cela va continuer durablement, tant sur les rapports de couleur de peau que de préférences sexuelles ou de genre et de sexe. Et donc, sans doute que cette question des rapports entre les adultes et les enfants, puisque c'est ça la matrice de l'origine du pouvoir, hein, c'est la néothénie, c'est le fait que notre espèce, elle n'est pas la seule parmi les mammifères, mais elle a comme particularité que nous naissons avec des caractères de fœtus, caractères fétaux. Ça veut dire que, contrairement au poulain qui va galoper autour de sa mère après 2 jours, le bébé, il ne galope pas autour de sa mère après 2 jours. Il faut très longtemps. Et donc, ça veut dire qu'ont été sélectionnés les individus qui ont eu la capacité à s'occuper durablement d'un bébé, d'un petit enfant, jusqu'à 3, 4 ans, jusqu'à ce qu'il devienne un tout petit peu autonome, et le maintenir ainsi en vie. Et donc, ce rapport qui s'est inscrit dans une culture naissante, civilisation naissante, a instauré le rapport d'autorité. Celui qui est né avant, je vous le disais tout à l'heure, est hiérarchiquement supérieur à celui qui est né après. Et donc, il a autorité sur lui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre société est toujours fondée là-dessus. La moitié des Français estiment qu'il faudra un retour à l'autorité, à l'école. L'autorité est vécue non pas comme un problème de société qui est directement produit dans cette société patriarcale, mais comme une valeur à protéger. Ciotti tweetait encore hier des choses assez drôles sur le sujet. Il faut de l'autorité, comme si le pouvoir n'était pas un problème en soi. Parce qu'évidemment, cette question du pouvoir sur le corps des femmes et des enfants, c'est le pouvoir. C'est ça qu'il faut pouvoir questionner. Est-ce qu'on est capable de vivre dans une société qui ne serait pas organisée avec des échelons de pouvoir? Est-ce qu'on peut imaginer une éducation de nos enfants qui ne serait pas fondée sur le pouvoir, mais sur autre chose? C'est-à-dire autre chose que l'autorité pour
imposer par la force, d'une certaine manière, des choses à nos enfants. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de faire? Alors, bien sûr qu'il y a d'autres manières de faire. Il y a des pédagogues qui réfléchissent à ça depuis le début du XXe siècle. Il y a eu toutes sortes de pédagogies nouvelles qui ont montré des résultats très, très, très intéressants. Mais notre société, globalement, n'est pas prête à cela. Je vous interromps juste parce que je Oui. pense que le Forum de l'enfance libre a passé un mois pendant le premier confinement à montrer toutes ces autres formes de relations possibles entre les enfants et les adultes. Voilà. Et on l'a montré par la preuve, par les exemples, par les personnes qu'on a qui ont accepté de raconter, de témoigner. Et on sait qu'on peut faire autrement. C'est comme si on sait qu'on peut vivre autrement ces relations. La question, ça va être le passage. Et emporter l'adhésion du plus grand nombre, ou est-ce que ça va être des minorités qui vont créer des zones protégées où on sera tranquille, hein? Comment vous voyez la chose? C'est toute la difficulté, c'est qu'évidemment, un mode de rapport entre l'adulte et l'enfant, où l'adulte a autorité, l'enfant se tait et obéit, c'est beaucoup plus efficace à court terme, évidemment. Il faut voir que les agressions sexuelles de mineurs, ça s'inscrit dans cette idéologie-là. L'enfant subit, adulte, voilà, et il se tait. D'ailleurs, un certain nombre d'agresseurs, beaucoup d'agresseurs, ce qu'ils disent à leurs victimes, c'est « tais-toi, ne parle pas ». D'ailleurs, si tu parles, il y aura des conséquences. On va s'en prendre à ta mère, on va la mettre en prison, on va me mettre en prison. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se retrouvent. Le chantage, oui. Souvent, c'est « tais-toi ». Et donc, on est on est au cœur de ces transformations, parce que je pense qu'on est dans des transformations. Évidemment, en tant qu'être humain, on ne les voit pas parce que ça avance au pas de charge de l'escargot, mais il y a des transformations sur ces sujets-là, bien entendu. Au cours du XXe siècle, on le voit. Je pense qu'il n'y a aucune raison de penser que ça ne va pas être durable et continuer dans le siècle qui vient, avec tous les accidents, évidemment, qui peuvent ralentir ou accélérer, parfois, le processus. Mais en tout cas, je pense que la question des violences sexuelles faites aux enfants, elle doit être comprise et analysée dans ce contexte-là. Alors, est-ce que vous pensez que, par exemple, la crise actuelle, qui relève aussi d'une crise de l'autorité, où il faut obéir, et on voit qu'il y a des émergences, des points de vue différents, et beaucoup de personnes disent « mais que doit-on faire? Qu'est-ce qui se passe ?» n'est pas aussi un moment opportun pour porter ces sujets-là bien au sein de la société, pour en parler encore plus, pour que justement les médias qui ont accès à un plus grand nombre de personnes puissent s'en saisir? Ou est-ce que vous pensez que c'est en souterrain, dans des endroits plus diffus comme du réseau, le réseau d'Internet qui diffuse à plein d'endroits, pour qu'il y ait une masse critique qui prenne conscience, chacun dans son coin, un prof dans son côté, un juge de son côté, et que chacun puisse dire, comme on l'a vu avec l'AIS hier, à un moment donné, moi je me positionne, et là je dis non, je ne suis pas d'accord, et je dis non à ce qui est proposé. Bien entendu, bien entendu. Alors, je pense qu'il faut voir ça de deux manières. D'une manière, la première manière, c'est d'observer un phénomène de masse sur lequel on n'a pas de prise directe au sens où on l'entend généralement. C'est-à-dire que l'idée que on sortirait d'inégalités, de violences contre les femmes parce qu'on le veut, ça marche pas comme ça. Une émergence, c'est pas quelque chose qu'on a voulu. C'est quelque chose qui nous arrive au moment où on s'y attend le moins. Si on avait dit aux gens du 19e siècle, au 20e siècle, dans les pays, les pays riches, en Europe en tout cas, on va penser la société beaucoup plus avec l'idée d'aller vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y aura des femmes ministres, il y aura des femmes médecins, il y aura des femmes professeurs à l'université. Ils auraient dit, mais c'est impossible, conceptuellement, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a donc des phénomènes qui nous arrivent sans qu'on les ait voulus. Parce qu'évidemment, bien sûr, vous allez me dire, il y avait des féministes, mais voilà, c'était 12. Hein, l'ensemble du corps social ne voulait pas du tout l'égalité entre les femmes et les hommes, premièrement. Mais d'autre part, bien sûr qu'on peut jouer un rôle. Parce que à l'intérieur du système, et j'en reviens aux théories de la complexité, cette idée de l'émergence, une émergence peut être favorisée par un catalyseur. C'est-à-dire que, comme en chimie, à l'intérieur du système complexe, il peut y avoir des éléments qui, à un moment ou à un autre, de manière totalement imprévisible, vont favoriser la réaction qui va provoquer une transformation à l'intérieur du système.
Évidemment, individuellement, cette fois-ci, si nous sommes du côté de ce changement, si nous espérons ces changements, ce que nous pouvons faire, c'est être des bons catalyseurs, là où on est. Et être des bons catalyseurs, ce n'est pas espérer avoir prise sur un grand morceau de la société pour influencer les choses. Non, c'est parfois des petites choses. Qui aurait pu penser qu'une inconnue qui tape MeToo sur Twitter puisse provoquer un phénomène tel que celui auquel on a assisté? Voilà, elle a écrit hashtag MeToo. Alors bien entendu, ça veut dire que le système était prêt à cela. L'équation chimique, on va dire, était prêt, et il a fallu une étincelle. L'étincelle, elle aurait pu se produire la veille, ça n'aurait pas marché, le lendemain, ça n'aurait pas marché. Ça a fonctionné comme ça, parce qu'il y a aussi une partie d'aléatoire, et puis il y a sans doute tellement de paramètres qu'on ne peut pas savoir exactement pourquoi. Mais ça a marché, cette femme a joué un rôle de catalyseur. Donc plus nous sommes nombreux à jouer des catalyseurs là où nous le pouvons, là où nous sommes, plus on a des chances d'augmenter l'importance de l'émergence et d'en augmenter surtout la rapidité de transformation. Maintenant, je vais attirer votre attention sur un phénomène. Je reviens du côté de l'observation de phénomènes de masse. Il y a eu, l'année passée, un phénomène en France qu'on a appelé les gilets jaunes. Quoi qu'on en pense, c'est pas ça la question. Quand on regarde quelles étaient les deux premières réclamations des gilets jaunes, la première, c'était une question liée aux taxes sur le carburant. La deuxième, c'était une demande de plus de démocratie directe. C'est-à-dire quelque chose qui va à l'encontre de la pensée autoritaire. On élit un roi pour 5 ans, on élit un chef pour 5 ans, ensuite il a le pouvoir, parce que le politique n'est pas le représentant, non, il est élu pour avoir le pouvoir et pour gouverner, pour diriger, quoi qu'on en pense dans le reste de la société. Et bien là, la deuxième demande des Gilets jaunes, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Les Gilets jaunes ne sont pas sortis d'un think tank, ni de sciences politiques, ni d'un mouvement anarchiste. C'était un mouvement très populaire. Ce n'étaient pas des gens qui avaient lu Bakounine pour la plupart d'entre eux. Et pourtant, voilà quelque chose qui émerge qu'on n'avait absolument pas prévu. Qui aurait pu dire une chose pareille? Que ce mouvement-là, ils auraient pu demander plein de choses. La deuxième ligne, c'était ça. Et la troisième ligne, quand on regarde, c'était le refus de s'organiser de manière verticale, c'est-à-dire de manière patriarcale. Le père, la pyramide, un homme en haut, puis 3, puis 5, puis 7, puis 10, et puis le reste du corps en pyramide, de manière traditionnelle. Ils ont refusé cela. Quelle était, encore une fois qu'on en pense ce qu'on veut, hein, j'essaie d'analyser, quelle était la réaction des médias? Vous ne comprenez pas? Tous les médias leur disaient, mais organisez-vous, sinon comment va-t-on faire pour vous entendre? Les politiques leur disaient, mais organisez-vous, comment on va faire pour dialoguer avec vous? Ça veut dire qu'il y a dans le corps social des phénomènes qui émergent. Alors celui-là, il a émergé et puis il est retombé, mais il est quand même le symptôme de quelque chose. Ça veut dire que dans le système complexe, il y a quelque chose qui bouillonne. Peut-être que ça va réémerger demain, peut-être qu'à l'heure où nous parlons, là, il se passe quelque chose et que ça c'est en train d'émerger. Peut-être que ça mettra 10 ans, parce que, encore une fois, le temps de l'individu et l'histoire de l'humanité, ce n'est pas le même. Peut-être dans 30 ans, je pense que ce sera avant. Mais tout ça se tient. Tout ça se tient. C'est-à-dire la vision que nous avons à la fois de la famille, mais de la famille comme la brique minimale de construction du corps social, de la verticalité ou non, et puis évidemment dans tout ça des rapports masculins-féminins. Mais le rapport masculin-féminin, d'une certaine manière, c'est ça le ciment de toute cette pyramide verticale qui échelonne les pouvoirs et l'autorité, les rapports d'autorité, qui finissent tout en bas de l'échelle par le rapport d'autorité entre l'adulte et l'enfant, avec toujours cette vieille autorité archaïque, réactualisée du père sur sa famille et du père sur le corps des femmes et des enfants. Donc tout ça se tient. Soyons des bons catalyseurs. En tout cas, merci beaucoup. C'est un message. Ouais. Oui, c'est un message très intéressant ce que vous dites des catalyseurs. Je pense que dans votre livre, La loi des pères, vous l'avez été. Vous me disiez que ça avait été un livre dur à écrire. Il n'est pas facile à lire, non pas parce qu'il est mal écrit, au contraire, mais parce que ce qui est écrit est bouleversant. Mais je pense qu'on a besoin d'être bouleversé, on a besoin de voir la réalité. Et j'invite les gens qui ont assisté à ce live à le diffuser, à le partager, à acheter le livre réellement, parce que c'est pas pareil que d'écouter un live, que de rentrer dans la réalité d'un livre où on a le temps de lire, on est touché dans ses profondeurs, on a le temps d'intégrer.
Et je vous invite à chacun à être le catalyseur, c'est-à-dire oser dire, oser parler. Et c'est ce que c'est ce que fait le Forum de l'enfance libre tous les soirs. Et je tiens, moi, à les remercier de leur engagement parce que elle crée cette équipe, hein, cette petite équipe crée ce rôle de catalyseur, de diffuser pendant un mois des informations capitales qui peuvent aider de nombreuses personnes à trouver des ressources parce qu'elles mettent en réseau, elles font les liens. Et moi, je les remercie du fond du cœur de s'être engagés dans cette aventure et de m'avoir invité ponctuellement. Mais je vois combien ça aide de nombreuses personnes et je les remercie réellement et je vous remercie aussi. Et je te laisse terminer, Ophélie. Je voulais juste, par rapport à tous les messages qu'on a reçus d'alerte, etc., je vous renvoie vraiment au document de ressources qui est disponible sur la page contact de la page du Forum de l'enfance libre, et notamment à contacter le REPEA, le réseau de professionnels pour la protection de l'enfance et de l'adolescence, dont fait partie Eugénie Zard, Hélène Romano, Maurice Berger, dont vous parlez aussi dans votre livre. J'ai une dernière question pour vous qui a été posée hier par Lies Loufoque lors de sa participation au forum. Il vous a laissé un message, ou plutôt il a partagé une inquiétude avec nous sur la nouvelle loi qui oblige le père à prendre un congé parental plus long. Et cela l'inquiète parce qu'il sait que les hommes actuellement sont encore violents. On dit, voilà, vous posez la question pour l'association tout à l'heure, à faire intervenir un homme auprès des petits en bas âge. Et il souhaitait que la loi s'accompagne d'une aide. Est-ce que vous avez envie de lui répondre? On revient à la complexité. Alors voilà une loi à laquelle, de prime abord, je suis très favorable. Alors, pas telle qu'elle est proposée là, évidemment. Moi, ce à quoi je suis favorable, c'est à l'idée d'un congé parental de durée égale pour l'homme et pour la femme, pour les deux parents, et obligatoire. Alors, la raison elle est très simple, c'est qu'on voit très bien qu'il y a un frein à l'embauche des femmes dans les entreprises. Je parle de femmes qui ont entre 25 et 45 ans. Parce qu'on se dit, oui, mais elles vont avoir un enfant si elles n'en ont pas, ou un deuxième, et puis donc elles vont être absentes pour des congés de maternité. Et donc on va plutôt favoriser à un certain moment l'engagement ou la promotion d'hommes, puisqu'ils ne prendront pas de congés de maternité. Donc l'idée d'imposer une durée, d'imposer, pour que ce soit imposer une durée égale pour le père, pour les deux parents, ça peut être deux pères d'ailleurs ou deux mères, ça me paraît intéressant. Alors évidemment, on me rétorque, oui, mais ça veut dire que on va allonger le temps durant lequel les femmes risquent d'être en danger dans le cadre de violences conjugales. Alors c'est pas faux. C'est pas faux, il faut bien le reconnaître. Alors évidemment, dit comme ça, alors évidemment, il faudrait essayer d'empêcher les couples hétérosexuels, puisque c'est dans le cadre du couple hétérosexuel que les hommes battent les femmes. Il faudra empêcher le mariage, et puis il faut empêcher le Pax, et puis bon. Donc, ça pourrait paraître absurde, et en même temps, ça ne l'est pas. Donc, ça veut dire que là, on est vraiment dans la complexité, on est face à une mesure qui peut être à la fois positive, ça ne veut pas dire que tout à coup, tous les hommes vont utiliser leur congé de paternité, admettons que la loi soit votée telle que je vous l'indique là, avec une durée égale et obligatoire. Ça ne veut pas dire que tous les hommes vont utiliser ce congé de paternité pour s'adonner aux tâches ménagères et parentales. Bien entendu que non. Mais peut-être qu'une partie d'entre eux n'aura plus de raison de ne pas s'y adonner, parce qu'il y a beaucoup de pères aussi qui sont bien contents de retourner au boulot pour ne pas s'adonner aux tâches parentales quand il y a un bébé qui arrive. Ça veut dire que certains s'y adonneront, ça veut dire que certains le feront de bon gré, ça veut dire qu'évidemment, il y a une bonne partie qui ira faire autre chose à la place. On aura tous les cas de figure. Donc ça peut avoir un effet catalyseur sur la société, c'est-à-dire sur le rapport que les hommes ont à la parentalité, à leur responsabilité en tant que parents. Voilà, ça peut être un catalyseur. Ça peut être aussi le lieu de plus de violence contre les femmes. Ou contre les enfants. Et contre les enfants, bien entendu. Donc, vous voyez, c'est très complexe et c'est imprévisible parce que ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il y aura les deux. Il y a des hommes qui, grâce à ça, vont s'éveiller à leur rôle de parents, ils vont prendre leurs responsabilités
et ils vont comprendre à quel point c'est important qu'ils partagent les tâches parentales et domestiques. En même temps, il y a des hommes qui, pendant ce congé qui leur sera imposé, vont être violents avec des femmes et des enfants, les deux. Donc c'est pour ça que une loi en soi, on ne peut pas la juger comme ça, on ne peut pas la mesurer, parce que souvent il y a des effets contradictoires, des effets de bord, etc. Et c'est pour ça aussi que dans une situation complexe, il faut agir sur tous les fronts. Vous savez, il y a souvent des discussions chez les féministes militantes sur ce qui a un caractère plus urgent et moins urgent dans les combats à mener. Et il y a des hommes qui donnent leur avis. C'est assez drôle que des hommes donnent leur avis sur l'agenda du féminisme. Et donc c'est un truc qui revient de temps en temps. Moi je pense, mais pas pour des raisons liées au féminisme, parce que ça pourrait être un autre sujet si c'est la même chose, que pour des raisons théoriques, on va dire, il n'y a pas de mauvais combat. Il n'y a pas. Alors bien sûr qu'il y a des urgences vitales et d'autres qui ne le sont pas, mais on ne peut pas savoir quel va être l'effet d'un catalyseur. Je me souviens que cette discussion avait eu lieu notamment quand des féministes militaient pour qu'on ne dise plus mademoiselle, et qu'on supprime mademoiselle de tous les documents administratifs. Et je me souviens d'avoir entendu même des féministes dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est vraiment pas ça l'urgence. On ne sait pas quel est l'effet d'un tel catalyseur. Ça peut avoir en chaîne des réactions quand c'est mêlé à un autre combat qui se mène ailleurs. Il faut agir sur tous les fronts. Je pense que nous devons agir sur tous les fronts et être là où nous sommes, femmes et hommes, si nous sommes sensibles à ces questions, on doit être les meilleurs catalyseurs possibles tout le temps et sur tous les fronts. Et c'est comme ça que ça va changer. Et donc cette loi, mais selon qu'elle va être accompagnée d'autres lois, d'autres mesures, de livres, de films, de conférences, que sais-je encore, de plein de choses qui sont là pour transformer le corps social, bien, soit cette loi va basculer plutôt du côté d'un effet positif en termes d'égalité, soit parce qu'elle ne sera pas accompagnée ou qu'elle sera accompagnée d'autres choses qui apparaîtront en même temps, eh bien, elle va basculer du côté d'un effet plutôt pervers. Okay. Merci pour votre réponse. On transférera à Aliès Loufoque la réponse. Aider, Comment? Ça ne va pas beaucoup vous aider. Bah, si, parce que ça permet d'ouvrir sur cette histoire de complexité et de catalyseur, et que les gens qui nous entendent, c'est important que chacun finalement prenne sa responsabilité. Marie Rabatel disait dans notre entretien que si on ne fait rien, si on n'agit pas, on est du côté des oppresseurs. Donc quelque part que chacun puisse prendre sa part de responsabilité, et c'est aussi le message derrière ça que vous laissez. Absolument, et ne rien laisser passer, c'est sûr. Merci. Merci Patrick Jean d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tout le monde pour tous les commentaires et tous les soutiens et les encouragements. Demain, nous recevrons Sarah Abitbol, auteure du livre Ainsi long silence aux éditions Plomb, et nous parlerons de son histoire et des violences sexuelles sur mineurs dans le monde du sport. Cette vidéo sera disponible très prochainement en replay. Je vous dis à demain, 20h. Merci encore. Bonne soirée à tous.